Bonsoir Henri Alexandre pour la 3e conférence du volet scientifique du cycle de révolution. Pour planter le décor, je vais quand même lire le CV qu'ils m'ont envoyé par mail. Alors, Henri Alexandre a enseigné la biologie générale, la biologie cellulaire et l'embryologie en faculté de médecine et de sciences. Il fut doyen de la faculté de médecine, chargé de cours à l'ULB, membre du conseil consultatif de bioéthique de Belgique, et actuellement il est collaborateur volontaire à la faculté de sciences de Lyon et membre de la commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro. Et donc ce soir il va nous parler de l'évolution. Merci beaucoup. Je suis très sincèrement heureux d'être là ce soir pour plusieurs raisons. La première, que c'est la première fois qu'une philosophe m'invite à parler dans un cycle de conférences. Ce n'est pas véritablement ma tasse de thé pour ne rien me cacher, mais je suis très flatté de cette invitation et elle a d'ailleurs insisté à destaquer pour que je ne me limite pas aux seuls aspects scientifiques, ce qui est évidemment dans ma nature. La deuxième raison pour laquelle je suis très content de venir vous parler de ce qui me passionne depuis de nombreuses années est lié au fait que, et certains ici peuvent en témoigner, j'avais du mal, lorsque je donnais cours, à ne pas rappeler les choses, les concepts que l'on enseigne d'ordinaire dans un cours de biologie générale, de génétique, de les rappeler à leur contexte historique. Je crois que c'est important, c'est une dimension qui tend à disparaître faute de temps. Et comme aujourd'hui, on va demander de ne pas être trop technique et qu'a priori, vous n'êtes pas tous des étudiants inscrits en faculté des sciences et tout particulièrement dans la section biologie, je vais donc pouvoir, pendant une heure, me livrer à cet exercice agréable qui consiste à évoquer l'historique d'une discipline que j'ai volontairement intitulée, durant la conférence, des sciences naturelles à la génétique. Ça, c'est le fruit d'un compromis entre Anne et moi, qui voulait à tout prix qu'apparaisse quelque part le mot révolution. Et vous imaginez, vous avez déjà tous compris pourquoi j'ai voulu imposer le mot révolution à évolution. Il suffit de reconnaître le personnage qui est représenté là en haut à gauche et que peut-être vous n'avez pas reconnu parce qu'il est rare qu'on vous le montre à cet âge-là. En général, c'est un monsieur âgé avec une très grande barbe qui se prénomme Charles et dont le nom de famille est Darwin. Donc vous avez là Charles Darwin et ici à droite, c'est un bon symbole, deux personnages illustres avec le modèle tridimensionnel de la molécule classique des oxydes c'est Watson, le zoologiste, et Crick, le physicien. Alors, physicien, c'est un mot auquel je tiens, profession à laquelle je tiens à rendre hommage, parce que vous avez déjà pu entendre parler l'un ou l'autre de mes collègues de physique ou de révolution dans le domaine de la physique. Ce qu'on ignore souvent, c'est que les physiciens se sont de tout temps occupés de rechercher les grandes lois mathématiques de la nature, mais très souvent, et cela faisait partie de leur préoccupation, ils s'intéressaient aussi à connaître l'ensemble des choses qui concernent le monde vivant. Et très souvent, ils se référaient à une tradition qui est ancienne, qui est la tradition aristotélicienne, qui faisait que le monde était subdivisé en un monde minéral, inanimé, un monde végétal et un monde animal. Alors, ça reste valable, mais il faut bien dire qu'en biologie, on est allé bien au-delà de cette subdivision un peu simpliste, comme il le dire. Il n'empêche qu'il n'est pas toujours évident de mettre à mal des idées ancrées dans les esprits depuis toujours. Et je voudrais simplement vous rappeler, citer deux noms que vous connaissez peut-être, Réaumur et Buffon. J'en reparlerai tout à l'heure. Le grand Buffon, le Buffon de Louis XV, le subintendant du jardin du roi, qui devint le jardin des plantes,
qui est évidemment un naturaliste. Tout le monde le définit comme étant un naturaliste, concordiste, bien qu'étant transformiste, je vais y revenir. Il était donc un des pionniers de cette nouvelle discipline qu'on appelle aujourd'hui la phylogénèse ou l'évolution, qui est tout à fait révolutionnaire à cette époque. Eh bien, le grand Buffon est au départ un physicien mathématicien. Réaumur est aussi un grand naturaliste, entomologiste. Il a écrit d'innombrables ouvrages sur la vie des insectes, et bien Réaumur est au départ un mathématicien et un physicien, et ainsi de suite. Et vous remarquez au passage que l'un des deux prix Nobel que vous avez là sous les yeux est physicien de formation. Donc ça semble avoir perduré. Ça ne veut pas dire que les biologistes sont des moins que bien, mais il faut rendre quand même justice à ces gens qui ont fait de la biologie ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour en terminer avec cette courte introduction sur ces gens qui se sont mêlés d'essayer de comprendre le monde vivant, la biodiversité, tout comme aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'en dehors des physiciens mathématiciens qui étaient aussi des naturalistes, et tout ça va de soi, c'est la philosophie naturelle, c'est quoi la théologie naturelle, on en parlait beaucoup à l'époque. La théologie naturelle, c'est à vous dire qu'il y a évidemment une influence religieuse considérable. D'ailleurs, le monde vivant était considéré comme une création divine, immuable, c'est ce qu'on appelle le fixisme. D'autres se sont hasardés à prétendre que ce n'était pas immuable, que certes il y avait une création, mais une évolution, une transformation des espèces, et notamment du fond, va défendre cette idée. Il va d'ailleurs se faire taper sur les doigts, il va souffrir une triple censure, et je rappelle que nous sommes au siècle des Lumières, la censure de l'État, c'est-à-dire le roi et sa cour, la censure des éditeurs et, bien entendu, la censure ecclésiastique. Et il va devoir, d'ailleurs, se rétracter, je vous reviendrai dans un instant sur ce point particulier, l'affaire du fond. Il va devoir se rétracter parce qu'il a eu le culot de prétendre, dans le 4e volume de sa gigantesque histoire naturelle, 30 volumes, un travail prodigieux, oser prétendre que les montagnes proviennent du fond des océans. Et pourquoi il écrit cela? Parce qu'on découvre effectivement cette époque, enfin ça ne date pas d'alors, mais on commence à s'interroger sur la raison d'être de ces vestiges de coquillages et de crustacés que l'on trouve dans les roches, les fossiles. Et il y a une explication. Le problème, c'est que donner cette explication à cette époque, c'est tout à fait hérétique, parce que ça va à l'encontre d'une lecture littérale de la Bible. Et M. Buffon, le grand Buffon, s'est rétracté. Vous me direz que d'autres l'avaient fait avant lui. Je pense en particulier à Galilée, qui a dû se rétracter et ce qui n'avait pas empêché d'être condamné, ce que Buffon n'a pas été. Voilà pour la petite histoire, tout ça pour vous mettre en appétit et pour rappeler que quand on parle aujourd'hui d'évolution, de gènes, on a l'impression que tout ça est connu depuis toujours. Il n'y a pas du tout. Encore au XVIIIe siècle, on était bien loin d'imaginer que ça puisse être. Alors, je vais avancer ça. Voilà. Alors, ceci est un document que j'apprécie tout particulièrement, parce que c'est évidemment une image qui n'est pas extraite d'un ouvrage scientifique. Vous pouvez le constater, Rhetorica Christiana, c'est pas un traité de zoologie, de biologie, ni de chimie. C'est un ouvrage tout à fait théologique. Et le dessinateur, talentueux au demeurant, représente dans cet ouvrage ce qu'on appelle, Martin, langue noble et intellectuelle oblige, la scala naturae, il a fait, tout dépend un petit peu de l'établissement d'enseignement secondaire dont vous êtes issus, c'est-à-dire l'échelle des êtres. Bon, il est bien évident que les penseurs, les philosophes, les physiciens, les métaphysiciens, les biologistes, entre guillemets, le mot n'existe que depuis 1802. Donc, pas d'anachronisme, il n'y a pas de biologiste à l'époque. Enfin, tout le monde le comprend. Et Aristote en particulier a une vision du monde qui correspond à peu près à ceci. C'est-à-dire qu'il y a des strates. Et les strates, la première strate, c'est le minéral. Et puis la strate des végétaux. Et puis, deux strates animales sur ce schéma.
Et puis la strate humaine. Au-delà de la strate humaine, il y a la strate du sacré, les anges, et au-dessus, vous le reconnaissez probablement, Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Ça, c'est une vision du monde qui est évidemment exclusivement inspirée de la lecture littérale de la Bible. Elle est conforme à la pensée du Vatican. Alors on peut se dire, oui, mais ça n'a strictement rien à voir avec la science, donc ne mélangeons pas les magistères. Sans doute, mais il est peut-être bon de signaler que cette manière de voir les choses du XVIe siècle va être reprise quasiment mot pour mot par des gens dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient des naturalistes. Convaincus, l'Église en étant le premier, et vous voyez qu'on est à la limite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. L'Église est un personnage quand même qui a eu son importance dans l'histoire des sciences, qui a repris cette idée de l'échelle des êtres, et plus encore Charles Bonnet. Alors Charles Bonnet, là on est en plein siècle des Lumières. Charles Bonnet est un naturaliste genevois, brillant ou demeurant, qui a fait de très très nombreuses et intéressantes études. Je ne citerai qu'un petit exemple. Je le cite parce qu'il faisait partie d'un de mes cours, le cours de biologie de la reproduction et du développement. C'est Charles Bonnet qui découvre cette chose assez extraordinaire qu'on appelle la parthénogenèse du puceron. Vous voyez que ça date, hein. Donc il s'est rendu compte que les pucerons femelles pouvaient parfaitement se passer du mâle, accoucher littéralement, pardon, mais par viviparité, des petits pucerons qui étaient elles-mêmes des femelles qui mettraient au monde par viviparité d'autres petits pucerons, et ainsi de suite. C'est une très très belle découverte, et elle mérite encore toute l'attention des biologistes aujourd'hui. La parthénogenèse. C'est lui. Eh bien, ça ne l'empêche pas, lui qui fait de très brillantes études, de belles observations, qui tire de belles conclusions, d'avoir proposé son échelle des êtres, l'idée d'une échelle des êtres, c'est la scala naturale. Et si vous commencez par là, vous avez les 4 éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air, bien évidemment, et puis on continue, on passe par le souffle, les choses se complexifient, vous avez pratiquement les plantes, et puis vous allez grimper le souffle tout en haut, vous avez en arrière, en avant, dernière position, l'orang-outan, et juste au-dessus là. Alors quand on voit cela et qu'on sort cela de son contexte, on ne peut qu'être impressionné par cette vision des choses. C'est assez actuel, attention. Il s'agit de la transposition de la scala naturae ancestrale et rien d'autre. Il ne s'agit absolument pas d'affirmer qu'on est parti in tempore des 4 éléments et que petit à petit, par émergence successive, une évolution a eu lieu. C'est pas ça du tout. Ça, c'est le fruit d'une création. Et Bonnet est créationniste et fixiste. Tout a été créé le premier jour de la création par un Dieu tout-puissant. Et rien n'a changé depuis. À ce propos, je parlais de Buffon, j'ai évidemment beaucoup de sympathie pour Buffon. Buffon émettait un doute, il a mis beaucoup de doutes, notamment en constatant que ce qui lui paraissait étrange, c'est que les animaux, les plantes, engendrent en permanence. Or, chaque naissance est une création, d'une certaine manière, parce qu'on utilise le terme. J'hésite d'utiliser ce mot parce qu'il y a une connotation qui, d'un point de vue scientifique, est dérangeante, mais arrêtons-le. Et il se dit, mais c'est quand même étrange. Comment est-ce que cette création dont nous parle de l'Église, qui est une création unique, bien sûr, elle s'est passée à un moment donné, se perpétue sans arrêt, mais on va ainsi de création en création. Donc, il émet quelques doutes quant à la véracité de ce fait. Ajoutez à cela le fait qu'il essaie d'interpréter la présence des fossiles, et vous comprendrez aisément pourquoi Buffon s'est évidemment éloigné du fixisme. Je tiens cependant à vous dire que Buffon est resté créationniste. Donc Buffon est un créationniste convaincu, tout comme le sera d'ailleurs Lamarck. Lamarck est un transformiste de premier plan, c'est le premier grand transformiste qui propose des hypothèses pour expliquer l'évolution des espèces, et qui n'en reste pas moins créationniste. Dieu a créé la vie, l'évolution, enfin, s'est passée par la suite.
Darwin, autant vous dire, évidemment, tout de suite, Darwin est devenu totalement athée, et c'est probablement la conséquence de ses travaux, de ses observations. Il a abandonné toute croyance, et ce qui fait que, bien sûr, on peut affirmer aujourd'hui, sans difficulté, relisez ou lisez sa biographie, c'est qu'il n'a pas été expurgé par sa famille. Elle a été érigée en 2009, et vous constatez qu'effectivement, il y a des passages que la famille a estimé utile de ne pas offrir au grand public parce que c'était un petit peu trop dérangeant par rapport à, je disais, le terroir anglican et évangéliste de l'Angleterre du 19e. Donc voilà où on en est. Alors, et voici, bien entendu, le fameux Buffon. Ça ne va vous empêcher de vous montrer, après quand même que les grands naturalistes de l'époque étaient bien habillés. Vous avez ici Carlo Linné, et pourquoi j'approuve ces deux personnages? Eh bien, pour ceux que la chose intéresse, dans le numéro 418 de la revue L'Histoire, qui date de décembre 2015, donc c'est assez récent, il y a un dossier consacré à Newton et à la révolution scientifique du siècle des Lumières. Et dans ce dossier, il y a un très très bel article qui parle de Buffon versus Linné ou vice-versa. Bon, je ne vais bien entendu pas faire celui qui pense que tout le monde sait qui est Linné. Buffon, j'en ai beaucoup parlé, donc ça va. Grand intendant du jardin du roi, du jardin des plantes, il a été doté royalement, c'est le cas de le dire, il a fait une brillante carrière. Linné, suédois, naturaliste, va s'intéresser à la classification des êtres, et de tels êtres, des plantes. Et il va d'ailleurs utiliser au scandale les organes reproducteurs. Quand je dis au scandale, c'est pas de la plaisanterie. Il a été critiqué pour cette raison. Il était licencieux. Oser parler d'étamines de reproduction et d'ovaires des fleurs pour établir une classification. Figurez-vous que cette classification était remarquablement faite pour l'époque. C'est lui aussi qui propose, et c'est ce qu'on a retenu de l'idée, la nomenclature binominale. Nous, espèces humaines, nous sommes des Homo sapiens. C'est l'idée qui propose ça. Et vous savez, Canis lupus, le chien, par parenthèse, c'est plus un Canis lupus maintenant, c'est un loup, le chien est un loup, mais peu importe. Il donne des noms à chacune des variétés, à chacune des plantes, à chacune des espèces, et il les hiérarchise. Il place les espèces dans des genres, les genres dans des familles, les familles dans des ordres, les ordres dans des classes, et finalement l'embranchement. De nouveau, quand on raconte ça à des étudiants actuels, ils se disent « mais Linné est un évolutionniste, il a assimilé tout ça. » Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on classe et qu'on ordonne qu'automatiquement on admet que les espèces ont évolué. Pas loin du monde, d'ailleurs, il écrira « Dieu a créé, Linné a ordonné. » Dieu a créé et Linné a ordonné. C'est écrit dans son système naturel. Alors, ces deux personnages se sont évidemment connus, mais toutes les opposés. Absolument toutes. Vous aurez compris pourquoi. D'abord, Buffon trouvait absolument inutile le travail que fournissait Linné, donner des noms latins et classer, quel intérêt? Il fallait mieux s'intéresser aux espèces, végétales et animales, décrire leur comportement, leur anatomie, faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la biologie. À un niveau élémentaire, mais faire de la biologie. Tandis que lui, il classe, il réfléchit, il classe, il entend. Voilà où nous en sommes à la fin du siècle des Lumières. Vous voyez que les Lumières en matière de biologie, enfin, le siècle des Lumières, c'est plutôt s'appeler le siècle de la loupiote, parce que nous sommes évidemment encore fort loin des travaux de Lamarck étant un disciple de Buffon. Lamarck est un transformiste, je viens de vous dire, il est resté créationniste jusqu'à la fin de ses jours, et Lamarck était totalement effacé. C'est très curieux, c'est un homme qui n'a pas eu les honneurs du grand Buffon. Il aurait pu les avoir. Mais il en est un autre sur lequel je n'ai pas besoin de m'étendre longuement, et rassurez-vous, je n'en dirai rien quant à cette prétendue théorie de l'évolution. Je vous dis
prétendue théorie, parce qu'aujourd'hui ce n'est certes plus une théorie. D'ailleurs, je me refuse d'encore parler. Oui, parler d'évolution, je le fais bien sûr. Mais un mot que je m'interdis de prononcer, je vais le prononcer maintenant, c'est évolutionnisme. C'est un mot darwinisme, c'est encore pire. C'est un petit peu comme si nous étions militants d'une cause qu'il fallait à tout prix défendre. Non, c'est pas ça. Actuellement, on parle de phylogénèse. On ne discute pas de la vraisemblance du fait que les espèces évoluent. C'est un fait admis par tous les biologistes. De la même manière, il ne vient plus à l'esprit de personne de douter un seul instant que la Terre tourne autour du Soleil. C'est exactement le même niveau. Mais vous savez très bien qu'il en est. Après tout, ça les concerne, ça les regarde, ça ne me regarde en rien, eux qui prétendent que tout ce que M. Darwin a raconté n'est que faiblesse. Laissons ça de côté. Donc voilà, le grand Darwin fut, comme l'a si bien écrit Stephen Jay Gould, dans cet ouvrage où il va défendre l'idée du non-empiètement des magistères. Le magistère religieux c'est une chose, le magistère scientifique est une autre, et ces deux-là ne pas à se superposer sans fil. Donc voilà le charme, tel que tout le monde le connaît, à la fin de sa vie. Très bel homme, très belle femme. Et son petit cousin Francis Galvin. Alors si je vous les présente, c'est pour enfin entrer dans le vif du sujet. La génétique dans tout ça, il n'y a jamais personne qui s'en est préoccupé. Oui, bien sûr que depuis toujours, chez Aristote, chez Hippocrate, chez Galien, en Pédocle d'Agrigente, avant, il y a bien entendu des références au fait, et tout le monde peut s'en rendre compte, que les chiens ne sont pas des chats, et que les enfants ressemblent d'une certaine manière à leurs parents. Donc il y a visiblement, ça c'est un fait, il y a une transmission héréditaire. Donc de l'hérédité, on en parle depuis toujours. Mais qu'est-ce qui fait cela? Bien pour ça, il faut remonter précisément à l'époque d'un Pédocle, à l'époque de ce que d'aucuns appellent le courant pluraliste de l'école pythagoricienne. Que dit ce courant? Très fortement simplifié. Je l'ai dit, c'est pas mon domaine, mais enfin là, je pense qu'on peut résumer sans se tromper. Lorsqu'un individu naît, un petit bébé, il résulte évidemment d'un accouplement. Ça, on s'en était rendu compte. Et cet accouplement, pour les anciens, que sont en Pédocle, Aristote, Hippocrate et Galien, un petit peu plus récent, c'est le fruit du mélange de deux semences. Une semence masculine et une semence féminine. Et la semence masculine, on l'a très facilement et très vite identifiée. Ça s'appelle le sperme. La semence féminine a donné lieu à toute une série d'hypothèses, les menstrues étant évidemment une hypothèse qui avait été retenue. Mais là n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que dans ces semences que produisent les testicules tant du mâle que de la femelle, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'on finisse par observer les œufs, enfin, observer des choses qu'on croyait être des œufs, dans les testicules de la femelle. D'abord de la petite poussette et de la femme ensuite. Donc à ce moment-là, on se dit, c'est plus la peine d'appeler ça un testicule, c'est qu'il y a des œufs, on va appeler ça un ovaire. Voilà, vient le. Donc ces fameuses semences qui sortent de ces gonades se mélangent. Et dans chacune des semences, il y a en réalité alors c'est difficile de donner un nom, des quintessences, des extraits de chacun des organes de l'individu qui font qu'au moment de leur mélange, ces quintessences d'organes vont se reconstituer. C'est ce qu'on appelle la théorie de la préformation. Donc, dans ces testicules et dans ces ovaires, le mâle et la femelle possèdent en germe chacune des parties. Et encore faut-il que tout ça s'organise. Et ce n'est que le mélange qui va permettre cette organisation. Mais c'est évidemment un rappel de l'interprétation des anciens Grecs d'une cosmogonie. La Terre et les êtres vivants sont effectivement le fruit
du mélange de ce qui préexiste au sein de la Terre, qui s'organise en toute une série d'espèces. La plupart d'entre elles sont monstrueuses, elles vont être éliminées. Ça, c'est une très vieille théorie qui avait été reprise par une Lucrèce. Les monstrueuses disparaissent au profit de celles qui sont mieux assorties. C'est amusant parce que d'aucuns vont jusqu'à dire ah, mais Lucrèce est un précurseur du darwinisme. Ça n'a rien à voir, bien entendu, c'est de la pure philosophie, et c'est intéressant de se rendre compte qu'avant, dans le christianisme, on osait émettre des hypothèses, et ces hypothèses étaient légitimes. Et puis, vous savez ce qui s'est produit. Il a été question d'émettre des hypothèses qui soient en désaccord avec le sacro-saint livre saint. Et donc voilà. Et si je rappelle ce petit élément de l'histoire de la théologie de la reproduction, c'est tout simplement pour vous signaler que le grand, gigantesque Darwin, en matière de ce que nous appelons la génétique, est fidèle à cette vieille conception. Et c'est ce qu'il va appeler la pangenèse. Et il enrichit sa réflexion, il enrichit la réflexion des anciens, d'une découverte qui fut faite il y a quelques années auparavant, 1838-1839. En 1838, ça concerne les plantes, Schleiden, et en 1839, les animaux, les tissus végétaux, les tissus animaux. Et que disent Schleiden et Schwann? Tout être vivant est fait de petites entités vivantes elles-mêmes qui possèdent un petit noyau et qu'on appelle cellule. Voilà. C'est la théorie cellulaire. Elle date de 1839. 38-39. Darwin, évidemment, lit beaucoup, comme tout scientifique qui se respecte, il s'informe des découvertes d'autres naturalistes, d'autres biologistes. Il ne porte pas encore ce nom, et il va enrichir sa réflexion. Et pour lui, la pangenèse, c'est simple. C'est au niveau de chacun des organes, au niveau de chacun des tissus, que les cellules qui les constituent émettent des petites gémules. Et ces petites gémules circulent, attention c'est important, dans les liquides intercellulaires, pour se retrouver et former des polybourgeons. Et le polybourgeon, chez l'âne, c'est le spermatozoïde, et le polybourgeon, chez la femelle, c'est le fœtus. Ça paraît étrange. C'est Darwin qui a dit ça. Alors pourquoi j'ai présenté le portrait de cet autre bel homme à côté de tonton Darwin, donc c'est le petit cousin. Alors Francis Galton, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, je crois qu'il est bon de le rappeler simplement, parce que quand on parle de Francis Galton, on associe immédiatement le nom de Francis Galton à l'eugénisme. Il faut effectivement reconnaître que Francis Galton est le père de l'eugénisme, l'amélioration des races par le tri, par la sélection eugénique. Bon, ceci était une petite parenthèse pour vous situer le personnage. Et en ce qui concerne la pangenèse, d'où vient le fait que les individus transmettent ainsi leurs caractéristiques, Galton invente un mot, le pangène. Il est encore loin du gène, le gène sera inventé en 1909. Donc lente, évolution, révolution, c'est fini. Le pangène. Et ce qui est amusant à rappeler, ou à raconter, c'est que Galton, un beau scientifique qu'il est, va mettre la théorie de son grand-oncle, de son grand-cousin, pardon, à l'épreuve de l'expérience. Ça, c'est la science. Et l'expérience consiste à faire ceci, il va faire des transfusions sanguines entre lapins appartenant à des races ou des varietés différentes. C'est logique, puisque Charles Darwin a dit qu'il y avait des gémules qui sont rassemblées dans les gonades sous forme de polybourgeons, et que ces gémules circulent dans les liquides intercellulaires. Le sang, c'est un liquide. Donc il n'imagine pas un seul instant, ce ne soit pas par le sang que ces gémules aboutissent. C'est donc il dit, si je fais des transfusions en répétition, eh bien, il arrivera un moment où je vais transformer une variété en une autre. Évidemment, il a essayé de très nombreuses fois, et rien ne s'est passé dans ce sens. Et il va donc critiquer la théorie du grand cousin, lequel va se défendre par la suite, mais de laquelle relativement maladroite en disant je n'ai jamais personnellement dit que c'était le sang qui véhiculait les gémules. Pas loin du monde,
J'ai dit les liquides intercellulaires, et donc l'expérience de Galton ne démontre pas que j'ai tort. Voilà où on en est pratiquement à la fin du XIXe siècle. Vous voyez qu'on est encore très très loin de notre bonne génétique. Et pourtant, un moine, un homme qui a le temps devant lui, qui peut, heureux homme, se consacrer entièrement à la recherche, qui est un totaliste. Les moines aussi, ça n'empêche pas d'être totaliste, évidemment tout à fait créationniste, va, semble-t-il, à l'instigation de son supérieur hiérarchique, se lancer dans un nombre invraisemblable de manipulations que tout le monde connaît parce qu'on en parle probablement déjà à l'école primaire. Il va pratiquer des fécondations croisées et artificielles en prélevant le pollen d'une fleur et en déposant le grain de pollen sur le pistil d'une autre fleur. Alors, je ne vais évidemment pas vous donner un cours, parce que ça, je l'ai fait longtemps et c'est terminé, je suis saturé, expliquer les expériences, mais simplement dire ceci, parce que moi, il y a des choses amusantes à raconter. Il conseille le résultat de ces expériences, et globalement, vous savez, les deux lois, c'est quoi? Il y a des facteurs, il y a des facteurs, on sait ce que c'est. Dans chacune des plantes, dans un plan de poids, il y en a quelque chose. Apparemment, non, pas apparemment, ces calculs le prouvent. C'est de l'algèbre et des statistiques, hein, le brave Mendel. Pas vraiment de la biologie, c'est un calcul, il fait des additions, et il se rend compte qu'il y a des rapports intéressants qui lui font dire ceci. Il y a des facteurs dans chaque individu. Dans les cellules reproductrices, il y a un facteur. Or, il y en avait deux dans la plante de départ. Et lorsque les deux cellules reproductrices s'associent, forcément, la paire est reconstituée, la paire de facteurs. Et il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Une plante à fleurs rouges, qu'on croise avec une plante à fleurs blanches, ça donne pour la descendance des plantes à fleurs rouges. Ah, c'est lui qui le constate. On va se rendre compte que, bien évidemment, c'est pas toujours comme ça. Je parle de Mendel. Et donc, mais quand on recroise ces plantes entre elles, on va réapparaître le caractère blanc à la génération suivante. Et pas de manière aléatoire, pas du tout. Une fois sur 4. Donc il réfléchit. Et il donne évidemment l'interprétation qui est bonne. Deux facteurs dans chacun des individus. Il n'y a plus qu'un de ces deux facteurs qui se, par parenthèse, s'égrège de manière totalement aléatoire dans les cellules reproductrices. Et puis, la preuve, c'est qu'on les voit réapparaître dans les générations suivantes. Ça, c'est une première loi, et la deuxième loi, très importante aussi, Mendel va étudier 7 facteurs différents. La taille de la tige, la couleur des pétales, l'aspect des grains, et ainsi de suite, et la couleur de la graine, du poids. 7. Retenez ce nombre, parce que vous allez voir qu'il y a parfois des coïncidences étranges, ou parfois des questionnements. Et il constate que lorsqu'il s'arrange pour croiser entre elles des petits poids, différents l'un de l'autre par deux caractères, pas seulement par un seul, eh bien, chacun des deux caractères se comporte exactement comme s'il était seul, indépendamment de l'autre. Il y a une totale indépendance de comportement des facteurs. Donc, nous dirions aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Ce que fait l'un, l'autre ne le fait pas nécessairement, passe d'un côté ou passe de l'autre. Ça, c'est tout à fait important. Donc, tous ces facteurs sont strictement indépendants les uns des autres. Voilà Mendel, 1865. Darwin n'a pas connaissance de ses travaux, personne ne semble avoir connaissance de ses travaux. Dans notre très discret, il a publié ça localement, ce sera publié à Vienne, ça va rester dans une bibliothèque, sans que personne semble y avoir jamais eu accès par des intérêts ou par... Alors, on pourrait en conclure que les naturalistes du XIXe siècle sont aussi ignorants que ceux du XVIIIe siècle en matière de génétique, en matière de transmission des caractères héréditaires. C'est pas tout à fait faux. Et la pangenèse continue à être enseignée, transmise.
et les belles de l'époque. Alors, je vous présente ceci parce qu'il faudrait quand même ne pas oublier que la fin du XIXe siècle est aussi celle de l'émergence de disciplines des sciences de la vie qui auront un bel avenir de dentelle et qui n'ont rien à voir avec la génétique supplémentaire. La génétique, le mot n'existe pas. C'est d'une part la chimie physiologique. L'ancêtre de cette chimie physiologique, c'est bien évidemment la chimie des végétaux, pratiquée surtout par les apothicaires et les médecins, qui essayent d'extraire les principes actifs de plantes pour résoudre toute une série de problèmes thérapeutiques ou pathologiques. Et alors, c'est l'époque que je trouve absolument fascinante. Ce sont des mots, je ne sais pas si les chimistes les utilisent encore, sans doute que oui, mais enfin, il y en a un qui est très célèbre, c'est les alcaloïdes, c'est tout et n'importe quoi. Non, ce sont des molécules cycliques, il faut qu'elles aient un caractère basique, donc il y a au minimum un atome d'azole. J'espère que je ne me trompe pas, mais on ça. Et alors, oui, autre chose, ce sont des substances qu'on ne trouve pas dans le universel. Ça, je peux vous le dire, parce que ce que je viens de raconter, c'est valable pour les bases chimiques et féminines, mais on ne parle pas d'alcaloïdes dans ce cas-là, parce que ça, on en trouve partout. Tandis qu'ici, ce sont des molécules auxquelles on donne un nom A, dans tel temps, j'ai extrait une fraction, ce sont les alcaloïdes. Donc on fait ça, déjà depuis quelques années, et certains se sont dit, qu'on fait, utilisons les mêmes méthodes, qui sont des méthodes de purification, avec les tissus animaux. C'est ce qu'on appelle la chimie physiologique. C'est comprendre le fonctionnement d'un animal, le fonctionnement d'un être humain, sur base de la chimie, quelle est la composition de ces tissus, etc. Alors les protéines sont connus, on connaît bien les protéines. Enfin, on connaît bien. Ça existe. Ce sont des molécules organiques, avec du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, bien sûr. Parfait. Ça, c'est la chimie physiologique. Et une autre discipline, qui est la discipline reine, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la cytologie. Cytologie, ça aussi c'est un terme qu'on utilise pratiquement plus. Maintenant, on parle de physiologie cellulaire. Je pourrais vous dire pourquoi, mais bon, on ne peut dire cytologie. Cytologie a une connotation très morphologique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai moi-même connu l'affrontement qui semble avoir disparu entre les fonctionnalistes d'une part, et ce que notre cher collègue, l'ancien recteur, appelait avec beaucoup d'humour, la biologie contemplative. Je pense à Yves Van Looy. La biologie contemplative, ce sont les gens qui continuent à décrire les êtres vivants, qui d'en trouver de nouvelles espèces, on les écrit, nombre d'articles, tarses et ainsi de suite, les poils, les soies, la Torah peut décrire tout ce qu'on trouve, mais on ne va pas plus loin dans la démarche. Et ça continue, bien sûr. Et la cytologie, c'est aussi quelque part de la morphologie, sauf qu'on utilise un outil remarquable, c'est le microscope. Et donc on observe les fameuses cellules découvertes en 1838-1839. Et c'est véritablement la discipline qui explose. Eh bien, sachez que, et celui que je vais vous montrer dans un instant, Michel, ironisait sur le travail des cytologistes, lui qui faisait de la chimie physiologique, pensez donc, en se disant, ces pauvres élèves perdent leur temps, eux qui n'ont d'autres outils que le microscope et les fioles de colorant. Genre de travail tout à fait bizarre et inintéressant. Je vous fais voir lors de l'émergence et de l'époque glorieuse de ce qu'on appelait au début la biologie moléculaire, je l'ai vécu personnellement, eh bien, oserais-je dire que certains de mes maîtres avaient un royal mépris, affiché un royal mépris pour ceux qui continuaient à faire de l'anatomie comparée, de la systématique et passer leur temps à observer les choses au microscope. Je fais aussi cette parenthèse. Alors voyons un petit peu plus en détail les choses qui méritent d'être soulignées. Imaginez-vous un médecin pathologiste qui n'a absolument pas envie. Les Suisses aussi, il a deux pâles, il va travailler à Göttingen dans un laboratoire prestigieux, lequel, dirigé par un éminent médecin pathologiste là aussi, un certain Pop, qui avait, dans ce laboratoire, obtenu les premiers cristaux d'hémoglobine. Vous voyez, donc, on se situe quand même à une époque 1860 par là. Les premiers cristaux d'hémoglobine sont obtenus dans ce fameux laboratoire que va rejoindre Michel. Donc, pas une conflit, Michel mort à 41 ans.
Et Michel est chargé par son chef de service, pardon, d'analyser les molécules chimiques de la cellule. Vous imaginez un petit peu quel boulot. Et très vite, il prend conscience du fait que c'est extrêmement compliqué, une cellule. Alors il a une idée, il dit, je vais plutôt me focaliser sur ce qu'il y a au milieu de cette cellule, le noyau. Ça sera peut-être plus facile. Voilà. Ça, c'est une attitude réductionniste. Très courant dans cette. Commençons par le noyau, puis on verra. Et là, il faut des cellules qui est un très gros noyau, un gros rapport nucléocytoplasmique, pour ne pas avoir trop de cytoplasme, de manière à ce que je puisse me débarrasser du mieux que je peux du cytoplasme, de ce qui entoure le noyau, de récupérer que les noyaux, et alors en avoir en quantité suffisante pour extraire avec les méthodes de l'électronique. Et la cellule en question, c'est le leucocyte, c'est le globule blanc. Globule blanc, dont il y a plusieurs variétés de globules blancs, le plus fréquent est ce qu'on appelle depuis l'époque, et erronément d'ailleurs, le polynucléaire. Regardez sur vos analyses médicales, vous verrez polynucléaire quelque part. Alors polynucléaire veut dire cellule qui a plusieurs noyaux, c'est faux. Tout simplement parce que le noyau est tellement gros et lobulé qu'à l'époque, avec les microscopes de l'époque, là-dessus, il y avait plusieurs noyaux dans chacun de ces globules blancs. La vérité, c'est que c'est un seul et même noyau, mais qui présente des lobes. Donc, ces polynucléaires représentent 75% du total des globules blancs. Et nous allons récupérer des globules blancs en quantité dans les pansements d'un hôpital voisin vers le cul. Parce que le cul, c'est ça. Et il va effectivement travailler, il va extraire, comment je crois, par une extraction au sulfate de sodium, et puis, c'est toute une série d'étapes, c'est de la chimie, c'est de la cuisine facile. Et il finit par obtenir une substance nouvelle, riche en phosphore. Et comme il l'a extrait des noyaux, et qu'en plus de ça, elle est basique, parce qu'il finit par l'extraire dans un milieu acide, elle est acide parce qu'il l'extrait dans un milieu alcalin, il lui donne un nom, il va le mettre dans les petites tubes, il appelle ça l'acide nucléique. Ça ne veut rien dire d'autre que substance, pardon, excusez-moi, j'anticipe. Il appelle ça la nucléine, qui veut dire, selon une tradition bien ancrée à l'époque, le in, derrière le mot, signifie substance de la nucléine, bien sûr, substance du noyau. Stop. Bien plus. Et puis on n'a plus jamais entendu parler de M. Michel. Alors ici, je vais quand même faire quelques sauts dans ma petite histoire concernant la chimie physiologique. Hartmann va reprendre le travail de Michel et va poursuivre les étapes de purification. Parce qu'il est conscient du fait que la nucléine de Michel est encore un joyeux mélange de plusieurs choses. Et il veut savoir s'il n'y a pas une fraction dans cette nucléine qui est effectivement responsable de ce caractère acide de la molécule. Et il isole. En fait, il s'est débarrassé d'une série de protéines. Il isole et il va lui donner un nom, et cette fois-ci, il y va. Ça, c'est l'acide nucléique. Et regardez le temps qu'il a fallu, 1889. Nous sommes maintenant en 1928. Alors, Phébus Le Weber est un éminent chimiste. Il a fait des découvertes absolument prodigieuses. C'est lui notamment qui découvre la structure de molécules dont le nom est bien connu aujourd'hui, thymine, guanine, cytosine, et j'en oublie thymine, guanine, cytosine, et voilà. Merci. Oui, c'est tard. Et donc, il écrit la molécule, et il en découvre une autre, dans le noyau. Il avait aussi découvert le ribose, enfin d'autres, ensuite par 5 carbone, et il en trouve un dans le noyau auquel il manque un oxygène. Alors il avait tout naturellement de désoxygénose. Et bien plus loin, il constate que les fameuses 4 molécules adénine, thymine, cytosine, guanine sont chacune attachées à ce fameux désoxyribose, lequel désoxyribose est attaché au fameux phosphate. Et il trouve donc la structure de ce qu'on appelle un nucléotide. Et alors il tire une conclusion qui peut paraître surprenante. Il dit, mais voilà, les molécules, on ne peut rien trouver de plus simple.
tout est relatif, infiniment plus simple qu'une protéine. Je me permets quand même de vous rappeler que les protéines sont aussi des polymères et qu'il y a là 20 molécules différentes. C'est beaucoup plus diversifiable, avec 20 molécules, 4, pas du tout. Et le fait va même jusqu'à dire, cette molécule-là, elle est dans le noyau, pas d'autre. Mais les 4 bases en question sont présentes en quantité équivalente. 1 pour 1 pour 1 pour 1. Et une molécule aussi simple, de petite taille, un petit polymère, ne peut jouer aucun rôle génétique. Strictement aucun, tout au plus c'est un tampon. Et nous sommes en 1928. Mendel a découvert cette fameuse loi en 1865. Vous voyez que rien de très excitant ne se passe. Revenons maintenant un petit peu en arrière. La chimie physiologique, j'en ai suffisamment parlé, voyons un petit peu le travail des cytologistes, ceux qui passent leur temps à observer le microscope les fameuses cellules et qui, d'après Richer, ne font pas grand-chose d'intéressant puisque la seule chose utilisée c'est le microscope et les fioles de colorant. Alors il y avait ici quelqu'un, Walter Fleming, qui est considéré à juste titre, je pense, comme le découvreur, ou en tout cas celui qui a décrit pour la première fois de manière très correcte la mitose, la manière dont une cellule, avec son noyau, se divise en 2 cellules identiques. Vous voyez, c'est une très jolie planche. Il date de 1882, elle est prise en exemple dans tous les traités de biologie. Voilà la mitose. On va revenir sur la description de la mitose. Là, tout en haut, en A, c'est un noyau, c'est que le noyau. Il a représenté le cytoplasme. C'est un noyau, et vous voyez qu'il a représenté une sorte de substance diffuse qui se colore. Raison pour laquelle il a appelé la substance qui se colore, chromatique, en plus. Et puis vous voyez qu'au moment où la cellule se divise, eh bien, cette chromatine s'organise en petits filaments. C'est la prophase de la mitose, et puis on arrive à la métaphase, il y a l'anaphase et la télophase, la cellule se divise. Description 1882. Biologie cellulaire, aucune référence au travaux de Mendel, les 2 domaines n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Plus extraordinaire encore, peut-être, et là, quand même, c'est un personnage dont il est bon, me semble-t-il, de dire un peu plus qu'un mot ici, en Belgique, que dis-je, en Wallonie, c'est Édouard Van Bellen. Peut-être que les Liégeois parmi vous, enfin, tous les Liégeois savent qui est Édouard Van Bellen, parce qu'il y a un quai à son nom, il y a un Vatican à son nom, etc. Il est effectivement professeur de zoologie à l'Université de Liège. Et Édouard Van Bellen va, lui, s'intéresser, c'est un zoologiste, il s'intéresse à la fécondation, comme les vignes. On y revient. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous savez, l'histoire des semences, elle est totalement oubliée. Parce qu'entre-temps, 2 chercheurs allemands vont découvrir la fécondation. L'un sur l'oursin, l'autre sur l'étoile de mer. C'est dans les années 1865-1807. Donc à partir de là, on sait que dans ces fameuses, que les planètes, on avait décrit, sont faites pour se fusionner l'une à l'autre, et que immanquablement, le spermatozoïde et l'ovule apportent chacun un noyau. Et c'est quand même étrange. Parce que, comment se fait-il dès lors qu'au cours des générations, la quantité de cette substance colorée, la chromatine, n'augmente pas, puisqu'à chaque fois l'addition. Et on n'en est pas encore à pouvoir compter les chromosomes. C'est très difficile, c'est même impossible, donc c'est pas Carré qui va à cette époque-là. Sauf peut-être si on s'adresse à une espèce animale qui a très très peu de chromosomes. Et je trouve que Van Bellen a l'idée géniale d'utiliser un ver parasite de l'intestin du cheval, on appelait à l'époque Ascaris megalocephala, l'Ascaris agostète. Ascaris megalocephala est un animal gonochorique, il y a des mâles et des femelles. C'est un bonheur pour quelqu'un qui veut étudier la fécondation, et surtout, c'est un bonheur pour quelqu'un qui veut voir ce qui se passe dans les ovaires et pourquoi pas dans les testicules. Mais dans les ovaires, c'est plus facile, parce que l'œuf est une grosse cellule. Et il constate une chose intéressante, évidemment, c'est que le nombre de chromosomes, qui n'est que de 4 chez Ascaris megalocephala, ça c'est parce qu'il y a pas un seul couple. Et bien que ce nombre de chromosomes est réduit de moitié
lorsque les gamètes sont produites. C'est ce qu'on appelle la réduction chromatique. Alors je sais qu'il est bon temps de dire, Van Benen est celui qui a décrit la méiose. Non, il a découvert le phénomène méiotique, mais il n'a pas décrit la méiose, c'est son collègue allemand, Boffry, qui va décrire la méiose en détail. Quelques années plus tard, je vais vous en parler dans un court instant. Voilà ce que Van Benen fait. Et ça, c'est extraordinairement intéressant, parce que dans ce travail, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre les lois de Mendel, les fameuses lois de Mendel. Oui, mais voilà. 1884, personne n'a jamais lu le travail de Mendel. Et on va encore passer comme ça 16 ans, à ne faire aucun lien entre le comportement des chromosomes au cours de la production des gamètes et au cours de la fécondation et le comportement des facteurs de Mendel. Étrange quand même. S'ils avaient communiqué un peu mieux, peut-être bien qu'on aurait gagné un certain nombre d'années, mais bon, après tout, pourquoi pas. Voilà donc Édouard Van Benen, notre gloire nationale. Et alors, ce qu'il est convenu d'appeler dans tous les traités d'histoire de la biologie, la redécouverte des lois de Mendel. On le croit, on ne le croit pas, peu importe. Un Hollandais, Hugo de Vries, un Danois, Karl Correns, et un Allemand, Erich von Tschermak, vont effectivement la même année publier des travaux qui vont exactement dans le sens de Mendel. Ils trouvent la même chose en utilisant d'autres espèces. Pour la petite histoire, je vous montre ici une photo d'une énulitaire, une jolie petite plante à fleurs jaunes, et c'est la plante sur laquelle Hugo de Vries a travaillé. Et il a retrouvé le même comportement des facteurs dans les notaires que Mendel avait trouvé dans le poids. Ici, je ne sais plus très bien sur quelle plante ils ont travaillé, mais ils ont réutilisé le poids de Mendel aussi. Alors, la grosse question qui continue à être posée, je prends un peu l'intérêt, parce que vraiment, il n'avait pas pris connaissance distinctement des travaux de Mendel avant de se lancer de cette opération, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Hugo de Vries ne cite absolument pas Mendel. Correns va le citer dans ses travaux. Dans son premier travail ici, et von Tschermak va finir par reconnaître qu'effectivement il n'avait rien fait d'autre que de redécouvrir les travaux de Mendel, mais il faut tout dire, le grand-père de Tschermak avait été le professeur de Mendel en son temps. Donc peut-être que là, les choses étaient un petit peu plus difficiles à masquer. Voilà la petite histoire de la redécouverte des lois de Mendel. Et autant vous dire que là, c'est la révolution, parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde, j'exagère, mais un très très grand nombre de biologistes ont abandonné leur domaine de recherche pour se lancer dans cette nouvelle discipline qui est le mécanisme de la transmission des caractères héréditaires. Et parmi eux, en voici deux, pris presque au hasard, et si je les ai choisis, c'est tout simplement pour vous montrer qu'on va y aller de nouveaux mots, de biologisme. Ainsi, Herbert John Weber, un botaniste américain, va, en 1903, forger le mot clone. On en parle beaucoup pour l'instant. Donc le clone, dans l'esprit de Weber, c'est ceci, rien d'autre, c'est pas Dolly. C'est un ensemble d'individus génétiquement identiques. Pourquoi? Parce qu'ils proviennent tous d'un fondateur commun. Voilà. Il pense évidemment, lui, le botaniste, au marteautage, au curage, et ainsi de suite, sur les procédés classiques pour reproduire un grand nombre de fois un plan strictement identique, puisque le fondateur est unique. C'est ça le clone. Et lié pur, si vous préférez, ça y est, on y est. Et alors, Johansen, le Danois, est celui qui, en 1909, va proposer le mot gène, qui a eu un grand succès. Donc, les facteurs de Mendel s'appellent désormais les gènes. Tout le monde parlera de gènes à partir de 1909. C'est lui aussi qui va inventer les concepts de génotype et de phénotype sur lesquels je ne me suis pas étendu, mais le génotype, c'est tout simplement la représentation graphique en lettres des gènes et de ses allèles. Le phénotype, c'est ce que vous observez. Et un phénotype, c'est par exemple, tiens, c'est un bois à longue tige. Ça, c'est le phénotype. Tiens, c'est un bois dont les fleurs sont rouges. C'est le phénotype. Il n'y a pas ça. Il y a aussi des phénotypes métaboliques. Donc, parce qu'on dit à ce qu'on voit à l'œil, on peut très bien imaginer qu'une maladie, et on va s'en rendre compte, à partir de là, que certaines maladies se transmettent de parents à enfants. C'est un phénotype. Une maladie est un phénotype.
Et dès lors que ça se transmet de parents en enfants, ça suit apparemment les mêmes lois que celles qui président à la transmission des caractères chez le poids de même être. Mais vous l'aurez remarqué, on a beau donner un nouveau nom au facteur 1, le gène, personne ne sait ce que c'est. Oui, vous savez, c'est de l'ADN en 1928. Qu'est-ce que nous dit le veine? Mais ne cherchez pas dans cette direction. C'est une veine de petites molécules, tout juste qu'on a tamponné le milieu intranucléaire, elle est faite de 4 bases, et en plus, il y a autant de A que de T, que de G, que de C. Donc c'est pas avec ça qu'on peut imaginer une telle diversité de phénotypes totalement exclus. Ce sont donc évidemment des protéines. Ce sont des protéines qui constituent la matière même des gènes. Je reviens aux chromosomes. Donc vous avez les deux précédents là, qui ont inventé des mots, c'est utile, et qui ont fait de belles découvertes, mais c'est aussi Sutton et Bothry, voilà, Theodore Bothry, le véritable homme qui a décrit en détail la méiose, avec la profare de première division de méiose, un bon souvenir pour tous les étudiants, les totem, pamidène, diplotène, puis on est parti pour la suite, métaphase à la phase 1, la métaphase. Il n'y a pas de prophase, ça n'existe pas, on décrit tout ça, en travaillant sur l'ascaris mégalocéphale aussi. Et Walter Sutton, lui, botaniste américain. Et ils vont tous les deux arriver à une conclusion pas mal assez intéressante. Puisqu'ils connaissent bien le comportement des chromosomes autour de la méiose et le réassortiment autour d'une fécondation. Donc, j'ai 2 chromosomes, ils les regardent attentivement et ils se rendent compte qu'en fait, si le nombre de chromosomes est divisé par 2 au moment de la production des cellules, c'est tout simplement parce que chaque chromosome différent est présent en 2 exemplaires. Ça, c'est une découverte importante. Donc il y a en chacun de nous, en chacune des plantes, en réalité, un nombre n de chromosomes fois 2. Ils sont tous présents en 2 exemplaires. Découverte intéressante, bien évidemment. Et ce sont chacune de ces paires qui se séparent au moment de la production des gamètes, en manière telle que si vous partez de 4 chromosomes dans un individu ascaris, dans ces gamètes, il n'y en aurait plus 2, mais un de chaque type. Et ces deux-là se remettent ensemble avec les 2 de l'autre gamète, ça refait les 2 paires. Bon. Bah, tout le monde le sait, mais il fallait quand même observer ça. Et je rappelle, on ne fait pas de cariotypage à cette époque, on travaille sur tout. Donc, s'encombrer d'un grand nombre de chromosomes, c'était perdu d'avance. Heureusement qu'il y a eu Ascaris, avec ses 4 petits chromosomes. Entre-temps, on a même trouvé une variété unique de phalènes qui n'a que 2 chromosomes, une paire de chromosomes. Ça, c'est absolument génial. Aujourd'hui, on sait que ce sont des espèces différentes, mais nous mélangeons pas tout. Voilà où on en est. Et ce qu'ils vont faire, l'un comme l'autre, ils vont se dire, c'est quand même curieux, avec nos chromosomes se comportent exactement comme les facteurs de Mendel. Donc, les chromosomes et les gènes, c'est pratiquement la même chose. Oui, mais il y a un petit souci. Le nombre de caractères, le nombre de phénotypes possibles qu'on peut envisager, vous devinez très vite, il est énorme. Et le nombre de chromosomes, il est fini. Très difficile d'admettre qu'un chromosome égale un gène. C'est impossible. On voudrait dire que l'ascaris ne possède que 2 gènes, voire 1 dans l'unité valence. Et ça, on sait bien que c'est impossible. Il y a un problème. Mais, bien évidemment qu'ils ne sont pas les seuls à se poser la question. Et il y a un très éminent embryologiste américain, qui, lorsque il découvre les lois de Mendel, la prétendue redécouverte en 1900, abandonne ses travaux sur le développement embryonnaire pour s'intéresser à ces fameux chromosomes et à la génétique. Pardon, pour s'intéresser à la génétique d'abord, génétique formelle. Et ce monsieur, Thomas Hunt Morgan, va choisir, contrairement aux autres, un matériel qui n'est pas une plante, qui n'est pas un ascaris, c'est une petite mouche. Très facile à élever, il suffit de lui donner un petit peu de farine de maïs, un peu de vinaigre, c'est une petite mouche qui traîne sur les fruits mûrs, qu'on appelle la mouche du vinaigre, et il va les élever dans des petits flacons de yaourt, des bouteilles de lait. Alors, ça se reproduit très vite, ça produit chaque petite mouche femelle produit 200-300
asticots, qui deviennent verticouches, à leur tour, et alors il peut évidemment les croiser et essayer d'obtenir, en nourrissant les mâles avec des substances abominables, provoque des mutations, et même un nombre croissant de variétés qui croisent entre elles. Et bien, on redécouvre, lui aussi, que les mots de Mendel avaient cependant une différence. Parce qu'il a travaillé sur un très grand nombre de variétés, il va se rendre compte que certains de ces gènes, pris deux à deux, ne se ségrègent pas indépendamment les uns des autres, contrairement à la deuxième loi de Mendel, pas du tout. Ils restent associés, avec de temps en temps des petits combinants. Mais globalement, ils restent associés. Donc, vous prenez un mutant numéro 1 et un mutant numéro 2, vous étudiez ces deux mutations, ces deux gènes, dans un protocole de croisement, eh bien, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces deux gènes ont l'air d'être liés. C'est l'idée. Avec les amis, évidemment, les cellules de la drosophile, ils constatent que la drosophile a 8 chromosomes. 4 fois 2. Et il regarde les liaisons et il dit, tiens, c'est curieux, j'ai 4 groupes de liaisons. En d'autres termes, tous ces gènes sont liés entre eux à raison de 4 paquets qu'il va appeler des groupes de liaison. Ça y est, un groupe de liaison égale un chromosome. Et ça, c'est évidemment la toute grosse découverte qui a été faite en 1910. L'article est paru en 1910. Alors, pour souligner l'importance de cette découverte, eh bien, voilà, prix Nobel de physiologie médecine, lui, le zoologiste qui s'intéressait au développement des embryons, en 1933. Premier prix Nobel attribué de physiologie médecine, attribué à un travail qui relève de la génétique, pour avoir découvert la liaison des gènes aux chromosomes. Pas seulement le fait que les chromosomes ont quelque chose à voir avec, ça vous le savez déjà, super évidemment. Le fait que les gènes sont enchaînés les uns aux autres et associés les uns aux autres sur un chromosome. Et là, vous avez évidemment une petite photo avec ces flacons et ces petites touches. Ça, c'était le point de départ d'une avalanche de travaux. Dans tous les pays du monde, pratiquement, on travaillait sur la drosophile. La drosophile est devenue le modèle animal par excellence pour tous les travaux de génétique. Il y a eu quelques petites exceptions. Il y en a une très célèbre, mais je n'aurai pas le temps d'en parler malheureusement, qui a aussi valu à Barbara McClintock, l'attribution d'un prix Nobel, c'est le maïs. Mais ça, on en parlerait éventuellement plus tard. Le maïs, c'est un modèle très grosse plante. Donc, on en est à la drosophile. Et la drosophile est utilisée et étudiée sous toutes ses formes. Et voilà, à titre d'exemple, ce que ce travail remarquable de Thomas Morgan a permis de faire, c'est ce qu'on appelle une carte factorielle, c'est la carte des facteurs de la drosophile. Vous avez les 4 chromosomes de la drosophile qui sont représentés ici. Donc ils sont présents en 2 exemplaires, ça vous l'aurez compris chez l'adulte, ça c'est les 4 chromosomes différents les uns des autres, et vous voyez qu'on écrit sur chacun de ces chromosomes, toute une série de choses abominablement compliquées à lire, c'est ce qu'on appelle, donc en toutes lettres, c'est un phénotype. Voilà, des ailes vestigiales, et vestigiales, tout le monde l'a compris, c'est une bouche qui est verte avec des ailes trop courtes. C'est un mutant. Il l'écrit avec une minuscule. Pourquoi? Parce que c'est une mutation récessive. En d'autres termes, on peut la voir que si les 2 chromosomes de l'individu portent ce même allèle, c'est-à-dire portent la même forme alternative du gène. Si à côté de cela, il y a un gène qui n'est pas muté, les ailes sont normales. C'est la notion de dominance et de récessivité que Mendel avait évidemment déjà découvert. De temps en temps, regardez, là, vous avez là tout en haut, sur le chromosome numéro 2, des ailes recourbées. Là, on l'a écrit avec une majuscule. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un seul des 2 gènes porte cette mutation pour que l'animal ait des ailes recourbées. C'est une manière de représenter les choses qui, bien entendu, a brouillé les esprits parce que Mendel faisait toute autre chose. Mais je ne vais évidemment pas vous amuser avec ça, je me suis trop amusé avec mes étudiants à ce petit jeu donné en nomenclature mendélienne le génotype de tel phénotype, et maintenant vous allez faire la même chose en utilisant la nomenclature de Morgan. Ça n'a pas eu beaucoup de succès. Donc voilà, pour vous dire ce que l'on a fait, 1910, magnifique, 1933,
appris à revenir maintenant, ça a peut-être avancé. On a 1869, Mendel découvre des lois, tout à fait formelles, de la génétique formelle, c'est des mathématiques, il n'est pas question de savoir de quoi il s'agit, mais maintenant, en 1910, ailleurs, on sait qu'il y a quelque chose qu'on appelle gènes, et que ces gènes sont sur les chromosomes. On ne sait toujours pas ce que c'est, évidemment non. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Vous vous rendez compte, nous sommes en 41, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et à l'époque, l'écrasante majorité des biologistes ont-ils à prétendre, M. Level est un brillant chimiste, des brillants biochimistes, devrais-je dire. Non, cette molécule est trop simple. Ne perdez pas votre temps, même si, quand même, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un dont vous verrez la photo, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer. Quelqu'un qui m'a donné cours, qui a été mon patron, mon mentor, mon premier mentor, et que quelqu'un dans la salle, comme professeur de biologie en deuxième candidature en chimie, il y a un certain Jean Brachet, qui à Bruxelles s'intéressait à cet acide désoxyribonucléique, qu'on appelait d'ailleurs l'acide thymonucléique, parce qu'on l'extrayait du mucus. Et il était arrivé à une conclusion, lui, le jeune étudiant en médecine, il était arrivé à une conclusion en disant, on retrouve ces papiers, comme cet acide se retrouve dans les gamètes, et qu'une fois que fait féconder cet acide, qui semble n'avoir qu'un rôle tout à fait mineur, semble être présent dans toutes les cellules en quantité identique, et donc forcément, chaque fois qu'une cellule se divise en 2, 4, 8, 16 fois plus, il s'était autorisé à écrire dans les années 30. Il se pourrait que cette molécule joue un rôle génétique. Imaginez un petit peu, c'était évidemment un véritable visionnaire, mais rien ne permettait d'affirmer ça. C'était un sentiment, un pressentiment. Alors, quand même, ça, c'est une des plus belles expériences qu'il est agréable d'expliquer, ce que je ne vais pas faire parce qu'il faut une demi-heure, au baron. Je vais donc simplement vous dire ce que ces deux personnages, Guy de l'Étatone, ont fait. Deux questions subsistent. Un, qu'est-ce que le génotype? On n'en a pas la moindre idée. Deux, et qu'est-ce qu'un phénotype in fine? Parce qu'enfin, rien n'est plus différent que la longueur d'une tige, la couleur des pétales, la couleur des yeux du drosophile, la forme de ses ailes. Ce sont des phénotypes fort bien, mais qu'y a-t-il derrière tout ça? Et comme toujours en biologie, je devrais dire comme toujours en science, on a intérêt à prendre un modèle. Ils permettent une approche réductionniste du problème. Et voilà à quoi ils se sont intéressés. C'est une moisissure, l'Eurospora crassa. Moisissure qui vit dans les pays tropicaux et équatoriaux. Ça pousse admirablement bien la chaleur, bien entendu. Dans les flacons, comme vous en voyez, une moisissure propre. Et comme toute moisissure qui se respecte, en tout cas la plupart d'entre elles appartiennent à un groupe de champignons qu'on appelle des ascomycètes. Et donc un ascomycète, comme le nom l'indique, je dirais que ça ne peut-être pas dire bonjour, pas mal d'entre vous, mais ça émet à un moment donné des asques. Et la chose intéressante, c'est de savoir que vous avez une très belle représentation d'asque, surtout qui n'a pas été faite à l'époque. Donc ça, c'est une photo récente avec un microscope à peu récent. Et tous ces petits points brillants, ce sont les noyaux. Et en vérité, vous pouvez peut-être pas le voir comme ça, mais je peux vous assurer que toutes ces petites structures sont le siège d'une division méiotique. On sait quel est ça. Donc voilà l'organisme qui est haploïde. Il n'y a qu'un nombre haploïde de chromosomes dans la moisissure, sauf dans certaines cellules qui se trouvent là où seraient les astres, où il y a eu une conjugaison, un noyau plus un noyau, ça fait évidemment un noyau, mais diploïde, deux ailes, deux fois le nombre de chromosomes, et puis cette cellule subit la méiose. Mais quel modèle merveilleux pour quelqu'un qui a envie d'étudier la génétique sur un très très grand nombre d'individus. Et ils ont une idée absolument géniale. C'est à se demander comment certains peuvent avoir des idées pareilles. Ils se disent qu'on va essayer de trouver sur ce neurospora des mutants. Donc regarde, on a trouvé avec ces mouches, nous on va en trouver là-dessus. Un mutant de neurospora, à part un changement de couleur, on va pas très bien, non, mieux que ça. Un mutant métabolique. Alors il faut que je vous dise que le neurospora ne peut croître dans des conditions relativement simples. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait phototrophe, on n'en est pas loin. Il faut de l'eau, bien évidemment, un peu de glucose, des cellules héros.
Et avec ça, ce neurostroma se sent très bien, elle se multiplie. Ça veut donc dire qu'il fabrique toutes les molécules, à l'exception du glucose, il en a besoin pour son énergie. Et il fabrique toutes les molécules. Et en particulier, il fabrique tous les acides aminés de cette protéine. Tous. 20 acides aminés, il les fabrique. À partir de. Oui, il faut aussi un peu d'amidon, il faut les masques, il faut les atomes. Et puis évidemment, ce qu'ils espèrent trouver, ce sont des mutants qui ne poussent plus dans ces conditions-là. Et ils vont ainsi trouver toute une série de mutants qu'on appelle des mutants autotrophes. C'est-à-dire des mutants, un neurospora qui, par exemple, autant vous dire que je ne prends pas cet exemple tout à fait par hasard, qui, par exemple, est incapable de croître si vous ne lui donnez pas de l'arginine. L'arginine est un des acides aminés. Il lui en faut impérativement. Et on peut découvrir ça. On a toute une série de manipulations intéressantes à faire, et compliquées sans doute, même pas. Mais on n'est pas limité par le nom. Ça pousse à l'école. Donc voilà, un exemple. Ils ont trouvé plusieurs autres profils. Ils ont trouvé des mutants qui ne poussent pas si on ne leur donne pas de leucine, des mutants qui ne poussent pas si on ne leur donne pas de la lysine, et je pourrais ainsi continuer en petite série d'instants. Je l'ai limité à l'arginine. C'est évidemment l'exemple qui a été proposé à la publication. Bon, bien entendu, ce qui est arrivé, ils ont trouvé plusieurs mutants qui se trouvent pour l'arginine à des jours différents. Et la question intelligente, première réaction stupide, c'est de dire, oh, là on trouve toujours la même chose, poubelle, on en a trop, on va garder une souche. Non, pas du tout. La bonne question, c'est de se dire, est-ce que ce sont vraiment les mêmes mutants? Alors oui, c'est le type elle-même. Ils ont besoin d'arginine. Oui, mais l'arginine, à l'époque, la chimie physiologique, la biochimie avait fait des progrès. Et on connaissait les étapes de synthèse de l'arginine. On savait très bien que l'arginine provient de la transformation d'une autre molécule. C'est la petite chaîne de cyclohydrine en litine, n'importe. Donc, le précurseur qui précède l'arginine est transformé en arginine. Mais ce précurseur-là, il est lui-même le résultat d'une transformation d'un autre précurseur, lequel est le résultat de la transformation d'un troisième précurseur. Donc, on est 1, 2, 3, hop, arginine. 3 réactions. Or, chaque réaction de synthèse dans un être vivant, on le sait à l'époque, est obligatoirement catalysée. Et un catalyseur pour un biologiste, ça porte un nom. C'est une enzyme. Et on savait que les enzymes étaient des protéines. Aujourd'hui, on sait aussi que les acides ribonucléiques peuvent faire à l'époque. Les enzymes sont des protéines. Et ce qu'ils vont constater, c'est qu'en réalité, avec une ronde à l'arginine, ils ont des mutants différents. La preuve, c'est que vous sauvez certains de ces mutants en donnant de l'arginine, c'est le souci, elle en soit, donc elle va vivre. Mais dans certains cas, vous la sauvez en donnant de la citrulline. L'arginine, c'est tout à fait accessoire. Ça veut dire qu'elle est capable de fabriquer l'arginine, mais il faut lui donner le précurseur. Et dans d'autres cas, c'est le précurseur d'abord qui va les sauver. Conclusion, le phénotype ici, c'est l'enzyme. D'où ce concept archi-connu du gène, une enzyme. Ce que détermine un gène exudé, et de manière très réductionniste, c'est l'activité, virgule, dont la structure d'une enzyme, et plus tard, on s'est dit, bon, ben, remplaçons le nom enzyme par protéine. Et c'est là que c'est venu. Et vous remarquez au passage que c'est pas un grand pas, évidemment, prix Nobel. Prix Nobel en 1958. Ils ont partagé avec Joshua et Lambert pour autre chose sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Pas une grande étape. C'est un petit peu ça à quoi je me suis efforcé, mais c'est pas importante. Et on ne sait toujours pas ce qu'est ce gène. C'est vraiment pas. Sauf peut-être que les d'aucuns, notamment Arsène Burny, qui faisait un exposé concernant, bref, sur l'origine de la biologie moléculaire à l'Académie il y a quelques semaines de cela, et il a rendu, à juste titre, un hommage à Freeman et McCarthy. 3 chercheurs américains qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, la communication avec l'Europe est extrêmement difficile, comme bien vous pensez, vont faire une découverte retentissante. Et on peut encore aujourd'hui être surpris, ça s'est passé plusieurs fois qu'il n'ait pas eu de prix Nobel. La découverte retentissante est la suivante. En 1928, donc on remonte à l'époque de Levene, souvenez-vous, l'acide désoxyribonucléique, une petite molécule qui joue aucun rôle génétique. À cette époque, un microbiologiste du nom de Griffiths
découvre un phénomène qu'on appelle la transformation bactérienne. Deux souches de bactéries, ce sont des streptocoques, vous en tuez une, il suffit de les chauffer, elles meurent, elles sont là, les molécules sont là, la bactérie morte. Et vous ajoutez ces bactéries mortes à une souche de bactéries vivantes, mélangez tout ça, vous les faites croire, il y a les vivantes qui vont se multiplier, et aux surprises, il y en a une de temps en temps, bon, c'est pas fréquent, mais il y en a une de temps en temps qui a le phénotype de celle qu'on va tuer. C'est mieux comme phénomène. C'est que tiens, quelque chose, donc une molécule, est passé des bactéries mortes dans une bactérie vivante, et ce quelque chose a transformé génétiquement la bactérie vivante, puisque ça se transmet. La bactérie se divise en 2, 4, 8, 16, 32, développement exponentiel. Une découverte intéressante. Et bien sûr, des chercheurs, toujours en sciences, c'est intéressant, mais c'est quoi la molécule qui est passée? Eh bien, ce sont ces trois messieurs qui vont fractionner, vont reprendre la même expérience, et ils vont fractionner. Ils vont prendre les sucres, ils vont prendre les protéines, ils vont prendre les liquides, les substances graisseuses, ils vont prendre l'acide désoxyribonucléique, préparation évidemment impure, et, comme on l'avait découvert entre-temps, l'acide ribonucléique. Donc les deux sortes d'acide nucléique. Et ils vont simplement, plutôt d'ajouter la mélasse bactérienne, ils vont ajouter chacune de ces fractions. Et vont se rendre compte qu'avec l'ARN, il n'y a aucune transformation, avec les protéines, pas de transformation, les sucres ne transforment rien du tout, les protéines ne transforment rien. Mais l'acide désoxyribonucléique transforme. Mais ça y est, c'est fait, c'est sans doute dans la fonction ADN qu'il faut chercher le support matériel de l'hérédité. Les méthodes ne sont pas non plus sans risque, je viens de vous le dire, la fraction est contaminée, le travail est expliqué, c'est bonne guerre. Je dis oui, mais vous savez, rien prouve que dans votre fraction ADN, il n'y a pas des protéines, pas d'activité génétique, et alors, permettez-moi de vous présenter un des plus beaux objets que la nature nous ait fourni. C'est un virus. C'est un joli petit virus qui est en train d'injecter dans une bactérie, c'est sa cible, hein, c'est un virus qui va tuer la bactérie et qu'on appelle pour cette raison un bactériophage. Il est en train d'injecter une molécule qui n'est autre que sa molécule d'acide désoxyribonucléique. Parce qu'en tout cas, bien évidemment, des gens comme Louviat et Max Delbrück, pour la petite histoire, Max Delbrück est physicien. C'est un de ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'est dit maintenant la physique terminée, je vais aborder des problèmes un peu plus complexes peut-être de la matière vivante. Et il s'intéresse à ces organismes d'une simplicité exemplaire. Pourquoi est-il simple, cet organisme? Souvenez-vous de toutes les fractions faites à partir d'une bactérie. On s'y perd, hein. Il y a des sucres, il y a des liquides, il y a des protéines, il y a de l'ARN, il y a de l'ADN. Ici, vous avez une molécule d'acide désoxyribonucléique dans la petite tête, à la capside du virus, et 10 protéines différentes, 10, en plusieurs exemplaires chacune, pour former cette capside, cette ambre. C'est de toute beauté. Ça, c'est une photo prise au microscope électronique à balayage, telle qu'on peut les voir. Autant vous dire qu'avec un microscope optique ordinaire, on ne voit rien de tout, c'est trop petit. 120 mètres de hauteur à peine, c'est en dessous du pouvoir de résolution d'un microscope optique, donc des fois un microscope électronique. C'est l'école des fameux phagistes. Et deux d'entre eux, enfin non, un d'entre eux, en collaboration avec son assistante, Maria Chase, il s'agit ici d'Alfred Hershey, va faire cette expérience remarquable. Ils vont marquer radioactivement les protéines et l'ADN, différemment les unes des autres, protéines avec de l'azote, et l'ADN avec du phosphore. Et en faisant ça, ils s'aperçoivent que quand ils font une infection, et qu'ils secouent violemment la préparation, ils débarrassent les bactéries de la capside. En d'autres termes, les protéines s'en vont par l'azote, du soufre radioactif, qui marque exclusivement les protéines, et en particulier celles qui constituent la capside, et du phosphore, qui marque exclusivement l'ADN. Ils font cette expérience, on se couche devant le tout, on centrifuge, on élimine tout ce qui est soluble ou pratiquement, c'est-à-dire la capside, mais l'ADN est entré dans la cellule. Et ils se rendent compte que rien que ça permet au virus de se multiplier. C'est fait, c'est démontré.
le 1952, on a la preuve définitive du rôle génétique de l'acide désoxyribonucléique qui est capable toute seule, cette molécule, toute seule, d'assurer la reproduction du bactériophage, c'est-à-dire la synthèse des protéines de la capside, donc de polypeptide. 52, ça y est, c'est devenu une étape fondamentale, et il va sans dire que l'utilisation des phages, l'analyse génétique des phages, parce qu'il y a derrière tout ça un travail prodigieux et conséquent. Hein, ces bactériophages, on a connu la génétique, on connaissait le nombre de gènes, on a fait des expériences de combinaison, c'est absolument superbe. On a, de ces expériences, a émergé un fameux mot qui a remplacé d'ailleurs le mot gène de cistron, qui est un petit morceau d'ADN qui effectivement code pour un polypeptide. Donc tout ça est venu de cette équipe de phagistes. Et je crois qu'il est juste de dire, ce qu'on dit d'ordinaire dans les ouvrages d'histoire de la biologie, que la biologie moléculaire est née à ce moment-là, grâce au travail considérable des phagistes. Mais voilà, maintenant dans 52, on a la certitude que c'est l'ADN le support de l'hérédité, ce qu'on avait déjà pressenti en 1944. Vous imaginez bien qu'entre 1944 et 1953, on ne va pas rester inactif. Et comme par hasard, il y a un regain d'intérêt pour la fameuse molécule d'ADN, et cette fois-ci d'un point de vue, du physicien ou du chimiste, qui se dit, mais qu'est-ce que cette molécule a d'extraordinaire qui puisse permettre de comprendre qu'elle est effectivement le support de l'hérédité et surtout de la reproduction. C'est quoi cette molécule qui est capable de se reproduire identique à elle-même, à peu près, ou qui est capable de muter? Un image. À quelqu'un qui n'a pas peut-être eu le succès mérité, Erwin Chargaff. Erwin Chargaff est un biochimiste d'origine lituanienne qui a fait carrière aux États-Unis et qui découvre quelque chose d'assez intéressant, deux règles, les règles de Chargaff, 1949. C'est tout bête. Non, monsieur Lebel, vous vous êtes trompé. Le rapport des bases dans l'ADN, c'est pas 1 pour 1 pour 1, pas du tout. C'est pas aussi simple. Et c'est même variable d'une espèce à l'autre. En d'autres termes, lui va analyser la teneur en adénine, en cytosine, en guanine, en thymine d'ADN de différentes espèces animales et ainsi de suite, et ils se rendent compte que ces rapports, les bactéries, ils se rendent compte que ces rapports, c'est non seulement pas 1, mais comme ça, c'est différent d'une espèce à l'autre. Première règle. Deuxième règle, plus excitante celle-là, c'est que quand on dose chacune des bases, chaque fois qu'on tombe toujours sur la même chose, c'est l'équipolarité A, T, en d'autres termes. Il y a autant de A que de T, et il y a autant de G que de C. Toujours. Et vous prenez une bactérie, un homme, un chien, une plante, c'est toujours la même chose. Donc les rapports sont différents d'une espèce à l'autre, mais ce qui reste constant, c'est l'équipolarité de A et de T. Donc, c'est évidemment un élément considérable pour les recherches ultérieures. On peut imaginer, d'une manière ou d'une autre, que dans les molécules d'ADN, chaque fois qu'il y a un T quelque part, il y a un interrogé avec un A. Et chaque fois qu'il y a un G quelque part, il y a un interrogé avec un C. Comment? Autre chose. Alors, ça fait appel à la physique. Et il y a une discipline qui est très à la mode à cette époque-là, c'est la cristallographie. La cristallographie qui fait les beaux jours de la biochimie, en particulier de la biochimie des protéines. On a ça aussi en cours, structure primaire, c'est l'enchaînement des acides aminés, structure secondaire, une jolie hélice, l'hélice alpha, ou un plan C bêta. Donc ces molécules ont des structures tridimensionnelles, et tout ça a été déterminé grâce à la cristallographie. On a cristallisé les protéines, c'est facile à faire, plus facile en tout cas, pas les protéines non formes, mais les protéines sécrétées, c'est relativement facile à cristalliser. Je vous rappelle qu'à la fin du 19e siècle, on avait déjà cristallisé l'hémoglobine. Donc, on peut étudier la structure dans l'espace de ces molécules, on avait effectivement découvert, notamment Linus Pauling, qui est le prix Nobel de chimie. Mais ne parlons pas d'autre chose que des gènes, sinon ça va aller très mal pour vous, je vais m'égarer. Donc je reviens à l'acide désoxyribonucléique, et tout le monde a ça en mémoire, évidemment. Un jeune zoologiste très turbulent qui vient des États-Unis décide de faire sa thèse de doctorat à Cambridge, en collaboration avec un très élégant et brillant physicien qui n'en finit pas de faire sa thèse de doctorat. Il a plus de 30 ans, il n'est toujours pas docteur, il est là-bas.
c'est Francis Crick, et ils vont beaucoup réfléchir. Ils vont beaucoup réfléchir, ils vont surtout prendre connaissance de tous les travaux qui sont faits autour d'eux. Ça permettra d'ajouter une petite remarque que je crois est pertinente, je ne suis pas le seul à le faire. Et ils ont des contacts fréquents avec Wilkins, qui travaille lui à Londres. Parce que Wilkins, chef de service, ne met plus les mains à la paillasse, et les deux autres là non plus. Ils réfléchissent, ils font des modèles. Il ne faut pas d'expérience. J'avais touché l'ADN, mais ils réfléchissent, ils font des modèles. Des modèles, comme vous pouvez voir là. Et Maurice Wilkins a une jeune collaboratrice, Rosalind Franklin, qui elle expérimente. C'est elle qui fait les diagrammes de diffraction de rayon 6. C'est elle qui cristallise l'ADN, c'est elle qui met l'ADN dans la machine, c'est elle qui envoie les rayons, c'est elle qui interprète les diagrammes. Et ils sont sur la voie. Je dis, c'est une structure hélicoïdale là-dedans. Ça, c'est évident, moi je suis incapable de le dire. Vous savez, enfin bon, quelqu'un qui a soit un peu de chimie ou de physique, il faut que ça aille évidemment. On va dire là, ça, ce sont des signes d'une structure hélicoïdale, on la connaissait bien. Je vous l'ai dit, il y a une Mélissa Alban à côté. Et bien entendu, on ne parle pas trop à Rosalind Franklin. Je ne vous dis pas ce que Watson est capable d'en dire d'ailleurs, mais on serait d'accord avec Wilkins, et Wilkins prend les diagrammes de Rosalind Franklin, je résume, mais c'est comme ça que ça s'est passé, on va les donner aux deux autres à Cambridge qui ont enfin un document sur lequel travailler, et ça y est, c'est fait 1953, il propose la fameuse double hélice. Alors pourquoi je raconte cette petite histoire de manière un peu anecdotique et peut-être schématique, mais tout simplement pour vous dire que lorsqu'on a fini un prix Nobel, que ce soit un prix Nobel de chimie, de physique ou de médecine, de physiologie ou de médecine, pardon, je sais bien que le plutôt parle du prix Nobel de médecine, c'est physiologie ou médecine, le nombre maximum de lauréats est de 3. Or, 25 chercheurs, dont Rosalind Franklin, dont Erwin Chargaff, ont contribué, c'est une évidence, et probablement de manière complémentaire et peut-être équivalente, à l'élucidation du modèle en question. Mais c'est vrai que le bon modèle qui a été vérifié par la suite, c'est Watson et Crick qui l'ont proposé. Plus personne ne s'en souvient, mais Pauling avait proposé un modèle, une triple hélice. C'était faux. Et il avait proposé, ça a été publié, la triple hélice de Pauling. Maurice Wilkins n'a pas participé au travail de Watson et Crick, mais il avait à côté de lui une brillante chercheuse qui faisait de remarquables. Alors vous avez ici l'année 62, l'attribution des prix Nobel de physiologie ou médecine. Eh bien, ces trois messieurs, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin cherchait n'est pas là, Francis Crick et James Watson. Et la même année, on attribuait le prix Nobel de chimie à deux physiciens, John Kenbrough, qui avait déterminé la structure tridimensionnelle de la myoglobine, et Max Perutz, qui lui avait déterminé la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine, cristallisée pour la première fois en 1870 dans le laboratoire de Hope, le patron de Michel. C'est amusant de voir tout ça. C'est une histoire que j'apprécie beaucoup, l'histoire de la biologie est ainsi. Alors vous avez 4 physiciens sur cette photo. Il y en a un, Steinbeck. John Steinbeck a eu le prix Nobel de littérature la même année. L'année prochaine. Vous voyez quand même que ça, là, la biologie a fait un pas en avant. Et les travaux de ces messieurs ont toujours et sont encore aujourd'hui considérés comme des travaux majeurs de l'histoire de la biologie, une véritable révolution, dans le sens où la biologie avait définitivement cessé d'être, comme le disait si bien Yves Alain-Bebé, une science purement contemplative. On était arrivé à déterminer la structure de la molécule d'ADN, siège, support moléculaire de l'hérédité. Et ce qui a rendu évidemment cette découverte remarquable, c'est que cette double liste permettait de tout comprendre. En particulier le fait qu'elle peut s'ouvrir, et comme les bases complémentaires sont face à face, on reconstitue les deux montants manquants, on a deux molécules identiques à la molécule de départ. D'ailleurs, signaler que Erwin Chargaff n'a pas été très content de ne pas avoir été associé, lui non plus, et que quelques années plus tard, il a fait une déclaration intéressante, assez surprenante. Il a dit, ben voilà, maintenant on a découvert le secret de la vie. Vous découvrirez jamais rien de très intéressant, on va peaufiner tout ça. Il s'est trompé devant l'homme. Bon. ADN avec protéines. C'est pas tout.
On a d'ADN fort bien, c'est matériel nucléaire, on a une protéine, c'est le phénotype. Ouais, mais est-ce que l'ADN est le moule, la matrice pour fabriquer de la protéine? Non, non. Et vous voyez que je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire le nom de Jean Brachet, parce que Jean Brachet, et c'est vrai, en même temps que Torture Casperson, en Suède, avait constaté quelque chose de tout à fait intéressant dans les années 40, tout début, les années 40, 41. C'est que dans les cellules animales, plus la cellule fabrique de protéines, par exemple une cellule de pancréas qui fabrique les enzymes pancréatiques, plus elle est riche en ARN. Et l'un comme l'autre tire une conclusion, c'est probablement l'ARN qui est la molécule matricielle pour fabriquer les protéines. Vous avez évidemment vu juste. Et ceci fut proposé clairement par le même Francis Crick, en manière telle que ce qu'on vous présente là, c'est le fameux dogme de la biologie moléculaire. L'ADN est une molécule susceptible de se répliquer, tandis qu'elle-même, ça c'est la reproduction. Et l'ADN sert de matrice pour la synthèse d'une molécule qui lui semble très fort et qui sera sa réplique, l'ARN, lequel ARN est traduit en une protéine par un mécanisme que, bien évidemment, je ne vais pas développer ici ou intégrer les ribosomes. Et moi, je veux dire que toutes ces étapes, le ribosome, la détermination de la structure tridimensionnelle du ribosome a été conduite par un prix de chimie il y a quelques années, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a d'innombrables découvertes qui ont permis d'éviter tout ça. Alors, il restait évidemment une chose à comprendre, la fameuse molécule si simple, le verlatique. La dit que vous n'allez quand même pas me faire croire qu'une molécule pareille avec ces 4 petits nucléotides, ATGC, est capable d'organiser, d'apporter un message qui permet de positionner 20 acides aminés dans le bon ordre et un très grand nombre de fois dans un polypeptide. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que si une base correspond à un acide aminé, comment on fait pour placer les 16 autres? Alors on réfléchit et on fait de très brillantes expériences, tout à fait extraordinaires aussi, bien entendu, ces expériences ont permis de décrypter le code génétique, et voilà ce fameux code génétique, non pas connu de tous, parce qu'il faut être sadique pour exiger d'un étudiant qui le mémorise, mais en tout cas, il n'empêche que l'on connaît très bien l'ATG, qui est le codon initiateur, les états vous avez 3 codons stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lecture, la fabrication, la synthèse d'un acide, d'une protéine commence toujours au niveau de ce qu'on appelle un codon d'un triplet ATG, qui entre parenthèses est devenu AUG dans l'ARN, et se termine toujours par un de ceux que vous avez là-haut. TAA, donc UAA en ARN, TAG, UAG et TGA, UGA. Toujours. C'est une règle universelle, unicité moléculaire du vivant, bien évidemment. Alors ça, cette découverte-là, n'est pas passé non plus inaperçu, le code génétique 66. Je terminais mes études de licence on un an en fait, et on payait là-dedans. C'est-à-dire qu'on apprenait ça au jour le jour, quasiment, tous excités, bien entendu. Et voilà que ces 3 messieurs, Ivan Berthollet et Corona, qui sont à la base, ce sont les gens connus du code génétique, ces trucs ont découvert le code génétique et ils ont obtenu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1968, soit 2 ans seulement après la découverte. On n'a pas besoin de prendre des précautions, de vérifier, de démontrer, c'était bien. Alors très rapidement, j'ai utilisé un mot tout à l'heure que je n'aime pas du tout, au plan scientifique même d'ailleurs, et pourtant il a été utilisé par Crick, c'est le dogme. Le dogme de la biologie moléculaire, je vous le rappelle, l'ADN se réplique, l'ADN sert le modèle pour fabriquer un ARN, qu'on appelle messager en l'occurrence, et l'ARN est traduit en un polypeptide, grâce au code génétique. Tout était connu et bien. Et vous pouvez constater que le dogme, c'est un petit peu alourdi. Par exemple, oui, là. Ici, vous avez une découverte qui fut faite par Howard Temmin, et là, prix Nobel, 1955. C'est quoi cette découverte? Eh bien, c'est le fait que certains virus, au lieu d'avoir de l'ADN comme matériel génétique, ont de l'ARN. Donc, quand ce virus rentre dans une cellule, il s'amène avec son ARN. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ARN est immédiatement traduit en protéines, et bien pas du tout.
absolument pas. Parce que le virus amène avec lui une enzyme qui va faire ce que la flèche de gauche vous indique, qui va transcrire l'ARN en ADN d'abord, pour après ça rentrer dans le flux informationnel classique. Alors, on a évidemment appelé cette enzyme la reverse transcriptase. Elle fait exactement le contraire de ce que fait une transcriptase classique. Découverte extraordinaire, d'autant plus qu'on a utilisé ça par la suite en biotechnologie, ça valait bien un prix Nobel. Autre découverte majeure des années post-1970, c'est ce qu'on appelle l'aiguissage. Ben oui. Alors on croyait qu'il y avait une parfaite collinéarité entre l'ADN et le polypeptide. Je suis sûr que si vous êtes encore capable de suivre un peu presque 20 ans, vous avez ça en tête maintenant. Vous vous dites, ben oui, si je veux 20 acides aminés, là j'ai compris, il faut 20 triplets, 20 acides aminés, pas du tout. Pas du tout, nos gènes sont beaucoup plus longs. Nos gènes sont gigantesques par rapport à la taille d'un polypeptide. Ce pourrait être 100, ce pourrait être 1000. Donc qu'est-ce qui se passe? Nos gènes sont morcelés. Ils sont faits de petits morceaux. On appelle des exons. Un exon, un intron, un exon, un intron, un exon, un intron. Et on découvre ça. On se rend compte que notre matériel héréditaire a une complexité ahurissante. Mais le résultat est toujours le même. Il finira par y avoir un ARN messager qui ne sera pas traduit. Donc on a découvert ces fameux gènes morcelés, et puisque le gène est morcelé, il faut bien qu'à un moment donné, on se débarrasse de ce qui n'a pas de signification génétique, et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aiguissage, qui ne concerne pas l'ADN, évidemment. La molécule d'ADN reste semblable à elle-même, puisqu'elle doit être transmise aux générations suivantes. C'est l'ARN qui va être aiguissé en prix Nobel en 1977 pour Roberts et Charles. Alors, je n'ai toujours pas regardé ma montre, mais je sais qu'on va faire un signe. Ah oui. Alors, on y va. L'ADN, c'est bon. 3 milliards 200 millions 3 milliards 200 millions paires de désoxyribonucléotides, je dis paires parce que c'est la même liste, à demander, j'ai devancé, 3 milliards 200 millions chez nous. Dans un génome haploïde, on multiplie ça par 2 dans chacune de nos cellules. Dans un spermatozoïde, 3 milliards 200 millions de paires de bases. Dans un ovule qui est prêt à féconder, 3 milliards 200 millions de paires de bases. Mettez tout ça ensemble, 6 milliards 400 millions. Répartis en 23 chromosomes. Parce que dans chaque chromosome, il y a une molécule d'ADN. Dans chacune de vos cellules, de mes cellules, il y a évidemment 2 fois 23 molécules d'ADN. Donc aujourd'hui, maintenant, depuis là, quand on dit chromosome ADN, on parle de la même chose. Je regarde un chromosome au microscope, je me dis, maintenant, il y a une molécule d'ADN. Voilà, elle est complètement pelotonnée, imaginez bien. Et là, si on va la bouger. 1,74 m de long, si on met toutes les molécules, et là, on les met toutes à long, 1,74 m dans chacune de nos cellules. Et nous avons 100 000 milliards de cellules. Donc on va ici au soleil retrouve avec l'enchaînement des molécules d'ADN d'un seul individu. C'est quand même, ça laisse l'erreur, tout ça. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Avec parfois des accidents, ce qu'on appelle des mutations. Donc tout ça est ridicule. Vous voyez quand même qu'on a fait du chemin depuis Mendel. Mais ce serait tellement intéressant quand même de pouvoir lire ça. Ce serait beaucoup plus intéressant, parce que c'est bien gentil pour le dire. Oui, mais, ok, il y a un gène pour faire de l'insuline, il y a un gène pour faire de l'hormone de croissance, il y a un gène pour toutes les protéines possibles et imaginables. Et quand on inventorie le nombre de protéines d'un mammifère, on arrive à la somme astronomique de 100 000. Grosso modo, 100 000 polypeptides différents. Donc la logique veut qu'il y ait 100 000 gènes. On a dit ça à l'époque, absolument pas. 25 000. Curieux, quand même. Il ne faut pas me demander s'il y a comme bricolage. Eh bien oui, c'est bricolage, on est délicat. Avec un gène, on peut faire plusieurs polypeptides différents. Donc il y a un effet multiplicateur. Par toute une série de mécanismes qu'on appelle notamment les glissades alternatives. Je vous l'ai dit, on enlève des introns. On peut ne pas tous les enlever, alors forcément, vous en enlevez la moitié, vous avez un polypeptide qui sera 2 fois plus long que si vous les enlevez tous, et ainsi de suite. Tout ça a été découvert pendant les années 1970-1980. Mais évidemment, ce dont on a le plus parlé, c'est le fameux séquençage de l'ADN. C'est tellement amusant, regardez sur le tableau derrière Walter Hilbert.
Il y a là des lettres que vous connaissez maintenant. GTGA, G, etc. Ben, il y a tout simplement écrit une séquence. Tout petit, là, c'est par rapport aux 3 milliards 200 millions, c'est rien du tout ça. Et le rêve qui a germé dans l'esprit de certains chercheurs, c'était évidemment de lire les 23 molécules d'ADN du génome humain. Alors on a commencé modestement, on a commencé par appliquer les méthodes que ces deux messieurs avaient mis au point. Prix Nobel de chimie 80, grand coup de chapeau à Frédéric Sandel, c'est le deuxième prix Nobel de chimie qu'il obtenait dans sa carrière. Il avait obtenu un prix Nobel de chimie en 1958 pour avoir mis au point une méthode de séquençage des protéines. Il avait séquencé l'insuline. Prix Nobel en 1958. Rebelote, prix Nobel en 1980 pour la mise au point d'une méthode qui permet de séquencer l'ADN. C'était un travail colossal. Et ramener ça à une espèce qui possède une quelle longueur d'acide désoxyribonucléique, c'est un boulot gigantesque. C'est un programme Apollo pour la biologie. C'est ce qu'on a dit. Vous allez vous lancer dans cette opération que vous allez coûter aussi cher qu'un programme Apollo. Alors, je peux vous dire que ce programme a commencé par des petits ADN, et un des premiers, c'est l'ADN d'un petit virus, d'un petit bactériophage. Puis on s'est attaqué à des choses un peu plus grandes, des bactéries. Puis on s'est intéressé au séquençage de l'ADN d'une levure. La drosophile est passée, bien entendu, et ainsi de suite. Et vous voyez que on a, en 1985, lancé l'idée de séquencer le génome humain. C'est la Beko, qui est un des découvreurs des virus oncogènes, des virus qui provoquent le cancer, a lancé l'idée de séquencer le génome humain, le fameux projet Apollo de la biologie moléculaire. Et entre 1990 et très exactement le 14 avril 2003, des centaines de chercheurs, des consortiums de chercheurs s'y sont mis chacun avec leur petit chromosome, puis on a tout fait se superposer, et ça y est, c'était fait en 2003, et aujourd'hui, on a accès, figurez-vous, en ligne, à la séquence du génome humain standardisé. Il est évident que nous sommes tous différents à hauteur de 300 000 paires de nucléotides. Heureusement, on a différents à ce niveau-là. Sinon, on ne parlerait pas de police scientifique. Puisqu'on peut identifier une personne, c'est forcément une différence d'ADN entre chacun d'entre nous. À hauteur de 300 000. 300 000, c'est énorme, oui, mais par rapport aux 3 milliards 100 millions, c'est très peu de choses. Donc nous restons tous des êtres humains, n'appartenant pas à des espèces différentes, au prétexte qu'il y a de petits. Même si on a cette différence. Tous les individus d'une espèce sont légèrement différents les uns des autres. C'est d'ailleurs, il faut bien que je le recite, c'est d'ailleurs ça qui explique la prise de la sélection naturelle et de l'éducation. C'est la diversité. Et certains, à certains moments, à certains endroits, sont plus adaptés que d'autres, et voilà comment l'évolution a fonctionné. Et vous voyez ici un graphique très intéressant. Donc, au début, quand on a commencé à séquencer, c'est notamment en 2004, ça coûtait, comme vous pouvez le voir, la réduction de 100 millions de dollars. Séquençage d'un génome humain. Donc, si vous aviez eu envie, l'un de vous, d'avoir votre séquence à cette époque-là, vous deviez être riche. Aujourd'hui, c'est pas fini. Aujourd'hui, on est à 500 $. Pour 500 $, on séquence l'ADN de tout un chacun, et des gens en France. Avec toutes les perspectives que cela, évidemment, permet d'envisager, c'est une médecine prédictive, on va savoir, pour chacun d'entre nous, si nous avons telle ou telle prédisposition, on va activer le gène. Alors ça, c'est de l'éthique, donc je ne vais bien entendu pas vous parler. Alors maintenant, un petit peu de... Oula, tiens, on devrait me rappeler qu'il était l'heure. Vous avez déjà fait signe? J'ai rien vu, moi. Bon, alors je vais terminer ça, donc c'est pas la peine. C'est très intéressant, mais c'est pas la peine. Ah, voilà. Bon, ben. Allez. Non, celui-là. Jacques Pelot. Tout le monde a entendu parler de Jacques Pelot. Voilà ce qu'il est écrit dans son merveilleux ouvrage, Le hasard et la nécessité. Le grand Jacques Pelot. Prix Nobel de physiologie médecine. Non seulement la génétique moléculaire moderne ne nous propose aucun moyen d'agir sur le patrimoine héréditaire pour l'enrichir de traits nouveaux, pour créer un surhomme génétique, mais elle révèle la vanité d'un tel espoir. L'échelle microscopique du génome interdit pour l'instant, et sans doute à jamais, de telles manipulations.
Eh bien, monsieur Monod, vous avez raté un épisode. La découverte des endonucléaires de restriction. Voilà, prix Nobel. C'est quoi ça? Ce sont des petits enzymes de bactéries qui reconnaissent des séquences très particulières dans notre génome, séquences de 4 à 7 paires de désoxyribonucléotides, à structure palindromique. Donc si vous les lisez, vous allez vous apercevoir qu'on les lit de la même manière. On part à gauche sur un brin et à droite sur l'autre brin. C'est très particulier, ce sont des structures palindromiques. Les enzymes reconnaissent l'ADN, chaque fois qu'ils tombent là-dessus, et coupent. Vous allez dire, c'est vraiment de la distraction biologique. Non, pas du tout, parce que si vous utilisez une enzyme comme celle-là, et que vous coupez de l'ADN de deux organismes différents, un ADN qui vient d'une bactérie et un ADN qui vient d'une de mes cellules, vous les coupez avec le même enzyme, ils ont donc des extrémités identiques. L'ADN de l'homme et l'ADN de la bactérie ont des extrémités identiques puisque j'ai utilisé la même endonucléaire de restriction. Et si on les mélange, on peut s'attendre à ce que le morceau qui vient de l'homme se recombine au morceau qui vient de la bactérie. C'est ce qu'on appelle de la recombinaison génétique. C'est ce qu'on appelle manipulation génétique. Et Paul Bert est le premier à avoir manipulé génétiquement une bactérie au laboratoire en procédant de la sorte. C'est qu'il y a eu un prix Nobel de chimie en 1980. Mais Paul Bert, lui, s'est vite rendu compte du danger qu'il y avait de procéder de la sorte sans contrôle. Et certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet événement qui n'a plus grand-chose à voir avec la biologie au sens médical, c'est la conférence d'Assilonard, où il va réunir tous les généticiens, dont Watson, Crick, c'était tout ça, et pratiquement tous ceux que je vous ai cités, pour prendre une décision. Alors la décision a commencé par être un moratoire. C'est dit pendant la durée de la conférence terminée, plus personne ne touche au gène, on fait plus. Et après, il va falloir prendre une décision, on vient on arrête tout, ou bien on continue. Et on a continué avec comme consigne le confinement. Et c'est depuis lors que dans les laboratoires de biologie moléculaire, on a des confinements P1, P2, P3, P4, avec évidemment des protections que l'on peut comprendre, surtout lorsque l'on s'amuse à manipuler des gènes qui codent pour des toxines bactériennes. Il vaudrait mieux ne pas les introduire dans des bactéries qui sont recommençables. Et c'est ça la crainte. Vous voyez que quand même il y a une préoccupation. Vous voulez des images amusantes? Eh bien, en voici une. Voilà 3 petits soubresauts. Ces 3-là, elles sont c'est la même cliché. Ces 3-là sont fluorescentes. Pourquoi? Naturellement, une souris n'est pas fluorescente. Et non, c'est parce qu'on a réussi à recombiner, par une méthode que je ne peux pas décrire, mais trop tard, on a introduit dans les œufs, dans les zygotes de ces souris, dans ce soubresaut n'était qu'un zygote, un gène qui code pour une protéine fluorescente de méduse. Donc, ce petit soubresaut possède dans le patrimoine génétique, par recombinaison, un gène de méduse. Et ce gène de méduse code pour une protéine qui fluoresce naturellement la méduse. Celle-ci est merveilleuse. Ce sont 2 sœurs. Alors, elles sont nées le même jour, elles ont été découvertes de la même manière, il y en a une qui visiblement est plus grosse que l'autre. Eh bien, celle-ci résulte de l'invalidation d'un gène. Donc, manipulation génétique, on est allé détruire un gène, pour la citer, par une méthode épouvantablement complexe, très lourde, qui nécessite des tas de contours, je ne peux pas non plus décrire, hélas, mais là c'est une conférence entière, mais on finit par y arriver. Et cette souris, elle porte le nom de la souris Schwarzenegger, et pourquoi? Elle est disséquée ici. Elle a une musculature hypertrophiée. On a tout simplement, par manipulation génétique, créé chez la souris une mutation que nous connaissons bien ici en Belgique. C'est la mutation du gène de la myostatine, c'est la belle bovine blanc-bleuse, belge, les culars. C'est tout. Les culars sont le fruit d'une mutation spontanée dans le gène de la myostatine étant une protéine qui contrôle le développement des muscles pendant le développement embryonnaire, en faisant en sorte qu'il y ait un tout-équilibre entre graisse et muscles, donc un bon morceau de viande bien persillé. Vous pouvez être sûr que l'animal a un gène de la myostatine intact. Si au contraire vous avez cette viande que vous connaissez tous, la blanc-bleu belge, il n'y a pas longtemps une trace de graisse dans cette viande, c'est ce que les gens paraît bien apprécient. Voilà, mais c'est comme ça, et bien c'est tout simplement parce que le gène de la myostatine a été muté. Donc on peut faire ça sur une souris expérimentalement. Ce sont des manipulations génétiques, ça peut effectivement faire
frémir certains. Oui, alors ça c'est évidemment. Et alors, j'en terminerai avec cela, parce que je voulais vous parler d'évolution encore, mais d'ailleurs je n'en peux plus. Je vous présente ici un dernier cliché. Ça c'est vraiment la chose à ne pas faire à la fin d'un exposé qui a duré très trop longtemps, on rend bien compte. C'est compliqué. C'est compliqué, cette belle chose qui est là-haut porte le nom de CRISPR-Cas9. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est une enzyme. C'est une enzyme qu'on en a trouvée chez les bactéries. Et cette enzyme permet de détruire sélectivement l'ADN de leur propre virus. C'est une sorte d'immunité. C'est fascinant. Donc ces bactéries ont acquis ainsi dans leur programme génétique, ont intégré l'ADN, le virus, ancestralement, et sont aujourd'hui capables de combattre un virus en allant pile poil sur un gène. Pas une multitude comme les endonucléases de restriction, parce que vous l'aurez peut-être vite compris, mais les endonucléases de restriction coûtent chaque fois qu'elles trouvent une séquence palindromique. Et sur 3 milliards 200 millions de paires de base, il y en a beaucoup, hein, des séquences de ce genre. C'est un petit calcul statistique. Tandis qu'ici, c'est un seul endroit dans le gène. Et donc, je dis, tiens, si on utilisait ce système intéressant pour modifier le génome d'un mammifère, et pourquoi pas de l'homme, à coup sûr, en ciblant un gène, avec une chance de succès éventuelle en travaillant sur le zygote, l'œuf qui vient d'être fécondé. Alors voilà la photo de deux personnes dont on pourrait peut-être entendre parler un de ces jours. Prix Nobel de physiologie et médecine. Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, la première française américaine, ce sont elles qui ont mis au point cette technique de ciblage sélectif d'un gène et d'un seul gène. Et la première chose à quoi on songe, évidemment, on dit, mais si on se mettait à jouer avec ça sur des zygotes humains. Eh bien, regardez, voilà l'article qui est paru en mai, il n'y a même pas un an, mai 2015, article, un travail qui a été fait en Chine, par l'équipe de Junju Wang, qui a eu du mal à être publié. Ils ont essayé Science, refus. Nature, refus. Le refus était justifié. Attention, là, on va avoir de très sérieux problèmes d'ordre éthique, ça va soulever un peu les référendums. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des zygotes humains. Ça, c'est un zygote humain. On a atteint 900 millions, 30 heures après que l'ovocyte de maman fut fécondé par le spermatozoïde de papa. Ça, c'est nous, il y a très longtemps. Ça, c'est le fruit d'une fécondation in vitro. Et vous voyez tout de suite, c'est une nouvelle, je me sens bien, 3 chromosomes. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que cet œuf-ci a été fécondé par 2 spermatozoïdes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les laboratoires de procréation assistée? Celui-là, on le jette. Évidemment, on ne peut pas réinventer ça. C'est une vraie catastrophe si on réinvente. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est dire qu'on va les expérimenter. Bien, ces chercheurs ont pratiqué la transformation génétique sélective d'un gène avec le CRISPR-Cas9 avec succès. Je peux vous dire qu'ils ont travaillé sur 71 zygotes de ce type et 28 d'entre eux, c'est énorme comme succès, 28 d'entre eux ont été transformés génétiquement exactement là où il fallait. En d'autres termes, il est désormais tout à fait possible de pratiquer de la modification génétique sur un zygote et de donc modifier le patrimoine héréditaire à la demande d'un individu. Alors vous voyez que j'avais encore prévu cette chose pour en enregistrer lui, mais Darwin, l'arbre de vie, un petit cacaï, c'est la seule fois que Darwin dessine un petit arbre de vie. La seule. Dans aucun de ses ouvrages, il a une arborescence. Là, on la trouve, et je la montre à côté de ce qui est actuellement l'arbre de vie universel que Carl Lewis a mis au point et deviné grâce à quoi? Grâce au séquençage de l'ADN. On séquence actuellement l'ADN de tous les organismes vivants, et on compare les séquences, et on refait l'arbre de vie. Et enfin, je vous l'avais dit, je tenais à rendre un plus grand hommage à celui sans lequel je ne serais certainement pas ici ce soir, et je vous remercie de m'avoir supporté si longtemps.
passer à une petite séance de questions-réponses. Qui ouvre le bal? Si vous avez encore des questions. Merci beaucoup pour votre exposé. Ma question porte sur le livre de Schrödinger, What is Life? Le livre, est-ce que ce livre a eu une influence réelle? Oui, la réponse est brève, oui. Le bouquin de Schrödinger a effectivement eu un impact déterminant, non pas sur les biologistes, ils l'ont probablement pas lu, mais sur les physiciens. Les physiciens l'ont lu, mais c'est à partir de là que les gens qui l'ont lu et donc se sont lancés dans l'aventure. Absolument. J'aime bien cette question et cette remarque. J'avais oublié de parler de Schrödinger. Oui, vous bougez à parler des théories. Une autre question? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Je vais en profiter pour vous rappeler la prochaine conférence du cycle qui a lieu lundi prochain, et ce sera non pas Alistair, mais Pierre Chris, qui est un peu plus facile à stopper que Michel Vincent, qui nous parlera de Thomas Kuhn et donc de ses parents. Merci.